Salut Simon, comment ça va? Salut, ça va? Merci pour l'invite. Merci à toi surtout d'être venu pour cette première interview de 2024 de Critflix. La pression. Oh, il n'y La aura pas tellement première. de pression. Bah non, tu seras un peu le parrain de l'émission, Bon, quoi. oh là, Tellement il c'est n'y a tant pas de d'honneur. pression. Énormément d'honneur. Ouais, non, mais écoute, déjà on en avait parlé puisque tu m'avais invité sur Salle 9, hein, du coup le podcast que tu fais de ton côté. Tout à fait. Et puis voilà, on s'était dit que ça pourrait être sympa d'échanger les rôles, donc je me suis dit tiens, finalement ça pourrait être cool parce que j'ai un peu l'impression que toi et moi, le destin nous force un peu, tu vois, à nous rencontrer à un moment ou à un autre parce que finalement quand je suis parti, parce que alors pour expliquer aux gens, tu travailles là où je travaillais avant, dans C'est un autre exactement ça, cinéma. ouais. C'est exactement ça. Et donc quand je suis parti, t'es arrivé quelques mois, j'ai l'impression quelques semaines, quelques mois après que je sois parti. On s'est pas raté de beaucoup. On s'est pas raté de Ouais, de beaucoup, ouais. mémoire, ouais. Moi, c'était pas encore racheté quand. C'est ça. Ouais. Je suis arrivé dans le cinéma, c'était en août 2017. Je suis arrivé en août Ah oui, donc 2017, ouais, donc c'est je suis ça. vraiment arrivé dans les 6 derniers mois de Cap Cinéma, C'est ça. avant le rachat du groupe CGR. Ouais, Donc, c'est ça. Donc moi, j'ai dû partir après dans ces eaux-là aussi, ou peut-être début 2016, enfin fin 2016. hmm. Je suis parti en septembre 2016. Tiens, D'accord, oui, ok. donc voilà, donc on Une s'est petite loupé d'à année, peine 6 mois, ouais. ouais. 6-7 mois. Et donc voilà, pour dire que donc on a bossé finalement au même endroit tous les deux, et puis que finalement on s'est croisés plusieurs fois, puis il y a eu des discussions, des choses comme ça, finalement par pas par inadvertance, mais enfin, c'était pas prévu, quoi, Oui, voilà, finalement. c'est ça, Voilà, il y a c'est eu exactement ça, ouais. quoi, c'était sur Twitter, on a dû peut-être se trouver Je là-dessus. crois que c'était en partie là-dessus. Alors après, les personnes avec qui je travaillais, qui t'ont côtoyé, m'ont Ouais. beaucoup parlé de toi. Ils Oh disaient, là, ah, David, oh là. David. C'était, oui, mais d'accord, mais c'est qui? Vous êtes bien mignon, mais... Donc voilà, et après, oui, je crois que c'est via les réseaux sociaux Ouais, qu'on s'est un peu réattrapé, on va dire. c'est ça. Et où le lien s'est un peu plus fait parce qu'en voyant l'actualité de l'un et de Ouais, l'autre, ouais, c'est ça. et on peut dire que voilà, une actualité qui est assez chargée par Critflix Ouais, et puis par ton activité ici, donc du coup ça a permis ouais, c'est ça, de c'est faire quelque ça. chose. Ouais, mais ça permet d'avoir des lignes parallèles, quoi, puis de temps en temps ça se recroise et C'est ça, ça donne des trucs exactement. plutôt pas mal. Mais du coup, moi je me demandais parce que t'es arrivé là-bas en tant que projectionniste finalement. Pas du tout. Pas du tout. Ah, Eh pas ben du voilà. tout. Donc la genèse est là, et c'est là que commence le podcast générique. Ah, vas-y. Alors du coup, comment t'es arrivé finalement à bosser dans un cinoche? Alors, on va dire que ça va repartir. Alors, sans faire la genèse en disant Ouais, tout a commencé en 86. J'ai fait mes études à Lyon en tant en audiovisuel. C'est-à-dire qu'à la base, je suis monteur audiovisuel par métier, par études. Et pendant un temps, malgré tout, il fallait bien mettre de la bouffe dans la gamelle. Et il a fallu que je trouve des petits boulots. Et un des premiers boulots que j'ai fait sur Lyon, c'est de travailler comme agent d'accueil, donc comme caissier, même si maintenant le c'est ça. terme caissier et tout est banni, comme agent d'accueil dans un UGC à Lyon, Ok. un UGC Astoria. Où j'ai découvert le boulot parce que je ne connaissais absolument pas. Ah ouais. Alors c'est un tout petit UGC, donc vraiment c'était, il y avait 2 postes de caisse et un poste confiserie. Ah oui, pas énorme quoi. Ouais, Bon, un voilà. UGC, c'est pas maintenant Non, qu'on c'est connaît. C'est ça, le parce groupe qui est ouais. plutôt balèze, UGC Léal. Hein, Ouais, c'est ça, ouais. celui-là. Non, là c'était vraiment le cinéma de quartier et vraiment c'était soit tu fais de la vente billets, soit tu fais de la vente confiserie. C'était Ouais. même pas Ah oui, l'un ou d'accord, l'autre. ok. C'était, par contre, c'était tenu avec la cravate clip, Ah ouais, la tenue d'accord. obligatoire, la chemise, etc. À l'ancienne quoi. J'ai pu découvrir ce que c'est d'être de l'autre côté, avec une clientèle assez compliquée. Au bout de la chaîne. Mais voilà, c'est exactement ça. C'est vraiment où tu n'es rien, mais bref. Donc j'ai fait ça 6 ou 7 mois. Et ensuite, j'ai trouvé un boulot. On m'a proposé un boulot sur Moulin. Enfin, j'ai postulé pour un boulot sur Moulin qui n'avait rien à voir avec le cinéma, puisque c'était un poste de monteur audiovisuel au conseil départemental Ok. de l'Allier, donc à Moulins, puisque le service communication recherchait un monteur, parce qu'à l'époque, il faisait des Ouais, il faisait il des faisait des vidéos. vidéos. Ouais. Donc on était en binôme avec un collègue. J'ai fait ça 3 ans. Il y a eu les départementales qui sont passées. Donc avant, on était extrême gauche. La droite est passée. Et la droite a dit, la communication, ça coûte beaucoup trop cher. Et donc, il y a des contrats contractuels qui ont sauté. forcément. Et j'ai fait partie de cette charrette-là. Ah oui, d'accord. Ça a un peu, voilà, donc recherche de petits boulots par-ci par-là. Et un jour, alors j'arrive pas à me souvenir si vraiment le cinéma avait posté une recherche d'emploi Ouais. ou si c'est moi qui avais postulé de manière spontanée, mais j'avais postulé et Claude Verchel, donc du coup le directeur de l'époque, le fameux Claude Verchel, parce que je pense que encore beaucoup de monde se souviennent de lui, m'avait proposé un entretien. Ok. Et ça avait plutôt bien matché et il m'avait dit en fait les 2 raisons pour lesquelles je voudrais t'engager, c'est que de une, tu as déjà travaillé dans un ciné. Alors
l'expérience de 6-8 mois est pas dingue, mais on va dire que c'est un petit plus. Et le fait que à ce moment-là, j'ai des jeunes papas. Et donc, du coup, le fait d'avoir un emploi, je pense que pour lui, peut-être se transposait aussi là-dessus, mais il disait que c'était peut-être une aubaine pour moi. Et j'ai pas du tout commencé comme projection, j'étais complètement agent d'accueil, mais agent d'accueil de renfort, donc à 15 heures par semaine, où je faisais caisse et toutes les tâches ménagères du ciné. Donc vraiment, le warmer, les vracs bonbons, etc. Toutes mes 15 heures chaque semaine, c'était dédié qu'à ça. Donc, j'ai vraiment commencé comme ça. C'est pas la meilleure partie à découvrir quand tu commences dans un cinéma, c'est sûr. Non, c'était pas incroyable. Mais on s'entendait pas trop mal avec l'équipe et au fur et à mesure, je leur ai vraiment dit que je voulais pas m'élever dans le truc, mais je voulais commencer à apprendre, entre autres avec les projectionnistes, à voir comment les choses fonctionnaient. D'autres trucs, quoi. Voilà, c'est ça. Alors ils me disaient, tu assimiles ce que tu as assimilé et après on voit. Et au fur et à mesure, déjà la rumeur comme quoi le groupe allait être acheté par CGR est venue assez vite. Et du coup, l'ambiance a commencé à devenir un peu étrange. Tous les sièges ont commencé à devenir éjectables. C'est un peu ça. Et puis vraiment, il y avait les rumeurs qui disaient le groupe CGR, les projectionnistes, ils aiment pas trop. On en avait 3 à l'époque. Donc il y avait vraiment une ambiance un peu tendue, quoi. Et donc début 2018, le rachat se fait. Et pendant, 5-6 mois, la clientèle a disparu, littéralement. Je pense que vraiment, la clientèle a fait subir comme une punition au cinéma en disant vous nous enlevez Cap Cinéma, vous nous enlevez leur système de fidélité. C'est vrai que ça a été, voilà, c'est ça. C'est surtout le système de fidélité peut-être qui a un peu. C'est parce que pour ceux qui n'ont pas connu Cap Cinéma à l'époque, le système de fidélité c'était juste une carte sur laquelle il y avait une réserve d'argent et cette réserve ne servait pour tout, que ce soit pour les places, que pour la confiserie, et ça plaisait à énormément de monde. Ce système, et du coup là, changer d'enseigne, changer de système de fidélité, même si l'équipe restait la même, le public nous a boudé pendant des mois et des mois, quoi. Ça a été vraiment une transition très très compliquée. Et du coup, j'en ai profité, moi, pour commencer à assimiler un peu comment fonctionnait alors le cinéma à proprement parler, les projections, l'écran de contrôle avec les télécommandes des différents projecteurs. Surtout que quand j'étais à UGC Astoria, la transition numérique, argentique numérique venait de se faire. Donc j'avais les projectionnistes, les vieux de la vieille, qui râlaient au possible parce que ça marchait pas et que c'était de la merde. Tu t'es rendu compte aussi de ça, de cette inversion, c'est-à-dire qu'en fait, nous, quand on touchait à du 35 mm, on avait l'impression que tout allait péter. Et inversement, les mecs qui étaient sur le 35, ils osaient cliquer nulle part parce qu'ils avaient l'impression qu'ils allaient tout faire péter, quoi. C'est exactement ça. Et puis, comme c'était la période de rodage, ils avaient vraiment cette aversion, comme tu dis, du PC, le PC qui plante, le PC qui est le serveur qui répond pas. Ça va toujours trop lentement. Et du coup, voilà, comme ils n'avaient pas vraiment la main à 100% sur ce qu'ils faisaient, ça les faisait énormément râler. Et il y a eu des moments un peu drôles. On passait Mélancolia. Alors désolé, je reviens sur UGC Astoria juste une seconde. On passait Mélancolia. De mémoire, et la fin est assez abrupte, je crois, de mémoire, c'est-à-dire qu'on voit cette éclipse qui se fait et il y a un cut noir qui se fait et après ça part sur le générique, et le projecteur s'est dit tiens, et si je plantais à la milliseconde où l'image noire s'arrête. Et les gens, pour la première fois, j'ai des spectateurs qui sont venus me voir, vous avez brisé mon émotion, j'exige d'être remboursé. Donc j'ai découvert le début de ce genre de rapport avec la clientèle. Et voilà, donc je reviens à CGR. J'ai profité de ces mois d'accalmie du coup pour commencer à accumuler des compétences, on va dire, là-dedans. Et en plus, donc Claude Verchel a fini par partir, on va dire, comme un accord, même si c'était un peu plus compliqué que ça, mais il a fini par partir. On a eu un nouveau directeur qui n'est pas resté très longtemps, et du coup ça fait qu'au bureau c'était une catastrophe, c'est-à-dire que vraiment il y a eu un problème de stabilité sur les mois qui ont suivi, quoi. Il manquait toujours quelqu'un, donc ça fait que le travail, c'était compliqué de gérer ça, et l'adjointe de l'époque on commençait à être bien amis, et du coup moi j'ai commencé à faire ce que normalement on ne fait pas dans ces moments-là, c'est que j'ai commencé à travailler hors barrière de ce qu'on me demandait. J'ai commencé à aider au bureau pour des trucs à la con, mais j'ai commencé à aider de ce côté-là, et plus ça allait, plus j'en faisais, et plus on se disait oui, en fait le jeune là, ça va, il bosse bien là, on peut peut-être lui proposer. Donc fin 2018, on m'a assigné le poste de responsable hall,
qui n'existait pas jusqu'ici. Ils ont créé ça histoire de me mettre dans une case, on va dire, pour que ça soit pour justifier le truc, parce que les gros groupes, tout doit être cadré, sinon, complètement. sinon quand ça déborde, ça leur va pas. Et puis c'est surtout que ça leur permet d'élargir tes fonctions sans forcément t'emmerder avec des nouveaux contrats. Alors, tout à fait. Après, j'ai récemment appris, ça on verra, récemment appris que la fiche de poste responsable n'existait pas. Donc j'avais trouvé ça exceptionnel. Faut toujours se fier à la convention, sauf que cette convention est disponible nulle part. Voilà. Donc je l'ai encore cherché là, parce que si tu veux, j'ai fait des recherches, je me suis dit, tiens, en fait, dans un cinéma, t'es obligé d'avoir ci, ça, ça et ça. Tu vois, comme les trucs interdiction de fumer, etc. Et normalement, tu as l'obligation d'avoir en accès libre la convention du métier que tu pratiques. Et en fait, cette convention qui était disponible en format papier il y a encore 10 ans quand je suis arrivé à Cap Cinéma, n'est absolument plus disponible nulle part. Il faut la télécharger, elle fait 400 pages. Donc du coup, si tu veux imprimer 400 pages de la convention, quand tu bosses tout seul dans un ciné, c'est pas vraiment intéressant. C'est pas compliqué. Donc du coup, responsable hall, après le Covid est arrivé, donc j'ai continué à gratter et j'ai continué à faire ce que je fais de mieux, ce qui n'est pas une chose à faire, ne faites pas ça, c'est de continuer à faire des choses hors barrière de ce qu'on me demandait. C'est-à-dire que j'étais responsable hall, mais je faisais énormément de tâches de bureau. Toute la partie technique, vu que les projectionnistes étaient tous partis, c'est moi qui l'ai plus ou moins récupéré. Donc, comme les projectionnistes de l'époque, je les salue, m'ont formé, je connaissais les machines, je connaissais leurs caprices, je connaissais leurs habitudes. Et du coup, quand on me disait, Simon, là, on a une location de salle, on a un truc technique à faire, tu peux t'en occuper. Évidemment que je m'en occupais. Mais les exploitations cinématographiques, ce qu'il faut qu'on comprenne les gens, c'est quand on arrive là-dedans, surtout Cap Cinéma ou ce genre de petit cinoche, ça devient un peu ta famille, quoi. Tu y es tellement souvent, tu t'investis tellement pour que le bonheur des gens, pour que tout se passe bien, que forcément, au bout d'un moment, tu grattes un peu, sans forcément le vouloir, et ça devient une entité complète où tu es obligé d'être partout à la fois pour que tout se passe bien, parce que, comme tu disais, tu connais tous les détails de tes machines, de tes caisses, de ton stock, etc. etc. Donc, c'est très difficile de rester planqué et de rester planté, finalement, à ton poste, et te dire, il y a un problème là-bas. Ah oui, non, mais moi, je touche pas, quoi. C'est très compliqué. Ça a rarement été ma philosophie, encore moins maintenant dans le cinéma où même si il y avait dans l'idée de se dire on est un gros groupe maintenant, le groupe doit pouvoir gérer ce genre de problème, je disais non, mais si vous restez planté, c'est vous que vous impactez, c'est votre équipe que vous impactez, et c'est en plus le public que vous voyez tous les jours que vous impactez. C'est un visage en fait, voilà, c'est tout bête, mais donc, on est vraiment un visage. Et pour le coup, au fur et à mesure des années, en plus il y a vraiment des spectateurs qui commencent à me reconnaître et qui étaient contents de me voir, juste dire ça fait plaisir de vous voir, parce qu'ils ont ce retour de confiance et d'amicalité, quoi. Donc ça a continué comme ça. Le Covid est arrivé, qui nous a bien tous fauchés pendant quelques temps. Ça va, j'ai été épargné de cette période-là, mais je reviendrai dessus. Comme ça, moi, j'étais pas dans le ciné au moment du Covid. D'accord, ok. Oui, parce que là, en effet, il y a des morceaux qui me manquent. Donc, retour Covid, donc avec les jauges, etc. Donc, ça a été une période assez longue, assez compliquée aussi. Et j'ai continué, on va dire, à accumuler les compétences, mais c'est arrivé à un point où je suis arrivé plus ou moins à un point de rupture, parce que on peut parler argent, on parle argent, on peut parler de tout. Puisque responsable hall, donc à 35 heures, donc tout ce qui serait possible, payé au SMIC, mais la vache. Voilà. Pardon, c'est sorti tout seul. Je suis désolé. C'est spontané. Faut savoir qu'un projectionniste, déjà, de base, a énormément de choses à faire et la convention est ric-rac, mais normalement, t'es pas payé au SMIC. Donc, savoir que t'avais la responsabilité, faut savoir que le multiplex dans lequel on bossait tous les deux a 9 salles. 9 salles, ça représente plus de 1000 sièges, je crois, en tout, c'est ça? Ça doit être, alors, si on enlève ceux qui sont abîmés, on doit être à 1000 sièges à peu près, Voilà, c'est ça. Donc, faut bien comprendre que, vous comprenez le rapport argent-travail, là, tout de suite. Et pour le coup, où je suis arrivé à un stade où c'était plus possible, où j'ai pas menacé, mais plusieurs fois j'ai dit écoutez, soit on trouve une solution, soit je vais partir. Oui, complètement. Parce que c'est plus possible. On est d'accord que la passion nourrit le travail, mais plus à ce point-là, quoi. Il y avait énormément de responsabilités de bureau que j'avais qui ne se retrouvaient pas dans le salaire. Et c'était. Alors, on me disait, mais si, vous faites partie de la direction, tout va bien, vous en faites pas. Oui, alors, c'est gentil, mais il va falloir quand même trouver une solution. La solution a finalement été trouvée, alors pas exactement ce à quoi je m'attendais, mais quand même malgré tout.
Puisqu'on m'a proposé, soit on m'a dit, bah, vous restez à votre poste, mais vous allez le partager avec quelqu'un d'autre parce qu'on a fait des promesses et qu'on tient nos promesses. Ok, d'accord. Soit on vous propose le poste d'adjoint. D'accord. Donc avec énormément d'avantages que je n'avais pas jusqu'ici, parce que responsable hall qui travaillait en direction avec des tâches de bureau, c'est très bien, mais toutes les primes direction, Ouais, je ne les avais pas. Ouais, c'est ça. Donc là, proposition d'adjoint de direction. En plus, CGR a je pense que ceux qui écoutent ont peut-être suivi un peu l'actualité CGR, mais il y a le groupe qui a énormément changé, puisque je ne sais plus si c'était pendant Covid ou après Covid, les frères Raymond ont voulu vendre le groupe. Ouais. La vente ne s'est pas faite, mais je me souviens de ça. Suite au fait que le groupe n'ait pas été vendu, les 4 plus grosses têtes du groupe sont tombées. C'est-à-dire Jocelyn Boussy, le directeur des ressources humaines et 2 autres personnes, je ne les ai plus en tête. Et du coup, le fait de ces 4 remerciements, on va dire, ont mis d'autres personnes à ces postes. Et il y a la politique du groupe qui a énormément changé sur pas mal de choses. Ouais, on le voit énormément ces temps-ci. Et entre autres, sur la partie RH, sur la gestion, dans la gestion des cinémas et entre autres la gestion des horaires, puisque jusqu'ici, le groupe avait un peu cette idée que les membres de direction sont des membres de direction. S'il faut faire 70 heures par semaine, vous allez faire 70 heures par semaine. Mais vous ne serez pas forcément payé 70 heures par semaine. C'est la direction, le cinéma doit tourner, le cinéma doit se développer, c'est normal. Quand on est à la direction de ce genre de multiplex ou même de cinéma, quand on arrive à un certain échelon, en fait, on n'est plus payé 35 heures. On a un salaire fixe plus prime, quel que soit le nombre d'heures. En fait, il n'y a plus d'histoire d'heures dans le contrat. C'est ça, exactement. Et du coup, il y en a beaucoup pour qui ça a été... alors, il y en a certains qui ont bien pris le truc sans aucun problème. Il y en a d'autres, les plus jeunes, qui sont montés en direction entre-temps, qui ont découvert ça, qui se sont dit « Oh, mais qu'est-ce que c'est que cet enfer ?» Et le fait que, justement, qu'il y ait eu des changements comme ça, une des gros remaniements, enfin, pour moi, c'est un des plus gros remaniements que le groupe a fait, c'est que maintenant, selon les sites, parce que je ne parlerai pas de tous les sites, je ne les connais pas tous, mais selon les sites, ils ont lissé les choses pour faire en sorte que maintenant vous êtes tant de personnes en direction, il n'y a pas de raison que vous fassiez plus de 35 heures, sauf exception. C'est ça. Et pour Moulin, ça a été le cas, puisque maintenant on est 3, on est 3 vraiment au bureau, plus un responsable hall. Mais on m'a dit, non, mais vous ne ferez pas plus de 35 heures, hormis, allez, Festival Jean Carmet, parce que le Festival Jean Carmet demande plus de travail. Mais sinon, en soi, il n'y a aucune raison que... Donc je m'estime extrêmement content d'être à ce poste d'adjoint et d'être dans cette période de restructuration, où finalement on s'en sort pas trop mal avec des horaires corrects et le salaire plus ou moins qui correspond. Donc là, je revis, on va dire, de ce côté-là, je réapprécie mon boulot. Le poste d'adjoint demande d'autres choses que je ne connaissais pas encore, donc c'est toujours la période de rodage, mais il n'empêche que je continue à apprécier ce métier, malgré 7 ans passés à Moulins, parce que c'est la 7e année. Là. Et c'est ça. Et là où j'ai vu beaucoup de mes anciens collègues qui... craquer au bout d'un moment parce que c'était plus possible. C'était plus possible, quoi. Entre autres, ma responsable de caisse que je salue si elle écoute. Régulièrement, elle faisait des petites dépressions, des crises de nerfs parce que voilà, côtoyer, des coups de pression, c'est ça, côtoyer le public au quotidien et en plus comme elle a un caractère un peu entier. Des fois ça clash un peu et ça épuise, quoi. Ouais, complètement. Ça épuise. Donc, vous avez une variété de spectateurs tellement différents entre l'arrêt essai, le grand public, les personnes qui viennent un peu lambda une fois par an mais qui se rendent pas compte que le reste de l'année le cinéma tourne quand même. Il y en a plein des comme ça qui viennent une fois par an, parce qu'il faut savoir que la moyenne des spectateurs, je crois en France, elle est de 3 fois par an. D'accord. Je crois un truc comme ça, c'est pas énorme. Ouais, il y a beaucoup de gens qui viennent pas au cinéma et ces gens-là sont comptés dedans. Et donc cette moyenne-là, en fait, tu te rends compte qu'il y a des gens qui viennent parfois 1 à 2 fois par an, grand maximum, et qui en fait se rendent pas compte que le reste du temps, toi tu tournes et que c'est pas eux la priorité, quoi. Nous, on a des gens qui viennent quasiment jamais et qui exigent des choses, alors que parfois, moi, j'ai des personnes dans ce cinéma-là, je les vois 3-4 fois par semaine. Oui. Et ces personnes-là sont moins exigeantes, quoi. T'es en mode, débarque pas avec tes grands sabots, alors que finalement, il faut savoir que le cinéma, je pense que tu es d'accord avec moi, c'est effectivement un lieu culturel, mais on n'est pas un musée, on reste un commerce. Et c'est vrai que du coup, gérer les deux, c'est très compliqué en fait de pouvoir faire une proposition culturelle à quelqu'un qui va devoir payer pour quelque chose de commercial. Parce qu'on a la confiserie, on a le moment de détente, on a le fait de devoir côtoyer d'autres personnes dans la même salle. C'est très difficile de trouver le juste équilibre pour que tout le monde soit content. On est d'accord. Ouais. La limite entre les deux est vraiment très très fine. Et même nous, des fois, déjà, on a peut-être un peu de mal à réussir à isoler ça, et pour le public c'est encore plus compliqué, mais on en reparlera certainement
un peu plus tard au fur et à mesure de la conversation, mais le public a un rapport avec le cinéma qui est assez... plus j'y travaille, et plus je me rends compte que le public a un rapport assez étrange avec le cinéma, Ouais. en fait. Je suis d'accord. C'est assez intéressant à voir, malgré tout. Mais alors, du coup, moi, je rebondis, du coup, parce qu'on a parlé de mon parcours, là, etc. C'est bien joli. Mais du coup, quand tu as quitté Cap Cinéma à l'époque, tu n'es pas retourné dans l'exploitation tout de suite, alors? Alors, si, j'ai fait un an ici, là où je D'accord, suis ok. actuellement, et des problèmes personnels et professionnels ont fait que, au bout d'un an, j'ai dit au revoir à ici, D'accord, pour faire un ok. métier complètement différent, qui se rapprochait de là où j'habitais, D'accord, à ok. Moulins. En fait, je me suis mis à vendre des PC, etc., dans un magasin de vente J'allais te, électronique. j'allais te demander ce que tu J'ai faisais, changé du coup. complètement de cap et je me suis dit, voilà, je travaillais pour une grande boîte, voilà, dans ce qu'on appelle un espace culturel, quoi. Donc, Mm. je pouvais vendre des PC, des portables. J'étais vraiment passé dans le côté électronique, vente électronique. J'ai fait ça pendant 3-4 ans. J'ai fait ça jusqu'au Covid, en fait. J'ai changé de boulot au bout de 3 ans. Enfin bon, bref, j'ai Mm. vogué à droite à gauche. Mais c'est marrant parce que toi et moi, on a le même parcours. Parce qu'à la base, moi, j'ai fait une fac de ciné, option. J'ai fait une fac art du spectacle, option cinéma. D'accord, ok. Parce que je voulais devenir monteur, Mm. mais du coup, j'avais dingue. pas la capacité Enfin, en fait, j'avais eu un très mauvais bac. Mm. Et donc, du coup, j'ai pas été accepté dans les écoles que je voulais. D'accord. Et donc, du coup, j'ai pas eu le diplôme. Donc, je me suis dit, en attendant, je vais faire une licence, ça va me permettre d'acquérir des compétences, etc. En fait, ça m'a pas plu du tout. Donc, au bout de 3 ans, quand j'ai eu ma licence, j'ai arrêté complètement, je suis parti. Et quand je suis revenu, bah, pas de job, quoi, obligé de Mm. retourner chez ta mère. Et en fait, je me suis retrouvé à devoir postuler un peu partout. J'ai postulé dans un Cap Cinéma. Donc, j'ai D'accord. dit, bah, écoutez, moi, si vous voulez que je vende des popcorn, ça me va bien et tout. Mm. J'adore le cinoche. Ça va être super sympa. Et le mec me dit, est-ce que vous avez déjà touché de la pellicule? Et c'est là, les gars, qu'il faut mentir parfois sur son CV. Il Ah, la faut vache. jouer un peu avec les mots. Où, oui, j'avais touché de la pellicule pendant mes études, mais je l'avais pas mis dans un Ouais, projecteur, quoi. ouais, donc t'as Donc, pas réellement non, menti, en fait. c'est ça. J'ai un prof qui m'a montré à quoi ressemblait une bobine de 35 mm et j'ai eu l'honneur de la toucher. Mm. Bon, bah voilà, j'avais touché les 35 mm. L'escroc. J'ai donc eu 2 semaines de ce qu'on appelle d'EMT, d'évaluation au milieu du travail, où en fait on m'a dit, bah, pendant 15 jours, vous allez apprendre le boulot. Si ça fonctionne, on vous garde. Ça fonctionne pas, bah tant pis, quoi. Ok. Donc j'ai fait ces 2 semaines-là, ça a fonctionné. En 2 semaines, j'ai appris le boulot de projectionniste, Putain. 35 mm plus numérique, puisque le passage était en... Mm. À l'époque, on passait les pubs en numérique et on Et- passait le film en 35. D'accord, ok. Ouais. Voilà, et on avait certaines salles qui faisaient tout, d'autres qui faisaient rien, d'autres qui faisaient les deux. Enfin voilà, c'était un peu compliqué, mais il fallait pouvoir gérer tout ça. J'ai fait quelques boulettes, hein, je vais pas vous mentir. Quand on n'a pas le CAP projectionniste, ça nous arrive souvent de faire des conneries, mais c'est l'avantage de Cap Cinéma, c'est qu'ils autorisent ce genre de problème, puisque ils savent que tu vas apprendre sur le tard, et que tu vas te forger au fur et à mesure, et que si t'es fait pour ce boulot-là, ben c'est pas grave que tu fasses une ou deux bourdes. Donc finalement, ça s'était bien passé, et c'était un contrat de 6 mois, je crois, tu sais, pour remplacer les vacances, le temps que tout le monde parte en vacances, Bien et à la sûr. fin du mois d'août, la directrice m'a dit, bah écoute, on a plus de job pour toi, parce que tout le monde est revenu de vacances, mais si tu veux, t'as un CDI à Moulins qui t'attend. Et je dis, mais j'ai combien de temps pour y réfléchir? Elle me dit, bah là. Bon, bah, du coup, j'ai regardé les loyers sur internet de Moulins, c'était pas très cher. J'ai dit, bon, bah, ok, j'ai pris ma table, ma télé et ma voiture. Et je me suis barré à Moulins D'accord, pour un ok. CDI avec Putain, Claude c'est Verchel. Et... incroyable. Ouais, et donc, du coup, j'ai commencé en tant que projectionniste là-bas en CDI. D'accord, ok. Et j'ai fait comme toi, j'ai dépassé les limites, j'ai été Mm. au-delà des barrières. Je me suis rendu compte que l'assistante de direction qui était là-bas à l'époque avait vraiment pas envie d'être là. Elle Ah oui. venait de la boulangerie. En Ah fait, son oui. mari, voilà, enfin, était un peu entre deux. Elle avait les enfants, mais bon, le boulot lui plaisait pas. Puis c'était beaucoup des horaires du soir. Ouais, Vous ouais, vous c'est doutez bien, compliqué, là, ouais. quand on bosse dans le cinéma, c'est 23 heures minimum, Mm. même quand on est dans les bureaux, quoi. Complètement. Ouais. Donc quand on veut s'occuper de son gamin, c'est compliqué. Et donc elle a pas résisté. Et en fait, moi, vu que j'étais en transition, le fameux Claude Verchel m'a proposé du coup de prendre le relais et de devenir assistant de direction. Et c'est comme ça que je suis resté là-bas. Et bref, après le reste, disons que les témoins ont des versions différentes selon de quel côté tu étais. Mais disons qu'au bout d'un moment, on m'a demandé de partir. D'accord. Ok. Pour diverses raisons qui sont recevables d'une part maintenant que j'ai le recul et d'autre part pas du tout parce que j'aurais dû avoir un accompagnement qui n'a pas été là. Oui, d'accord. Ok. Donc j'ai préféré partir et ça tombait pile poil parce qu'ils cherchaient quelqu'un ici. D'accord, ok. Donc du coup j'ai fait un an ici et c'est là que, voilà, que j'ai fait la première année. Donc j'ai passé après, donc on revient au présent, tu vois, comme toi, je fais je remonte dans le temps, mais je suis revenu dans le présent, j'ai fait donc 3-4 années dans un grand groupe d'électronique où je suis passé un peu de partout parce qu'en fait là-bas t'es considéré comme un employé, donc en fait ils peuvent te mettre au rayon boulangerie, comme au bar, comme au machin. Donc j'ai fait un peu de tout, le Covid est arrivé, pareil, ils ont essayé de me trimballer à droite à gauche et ils m'ont remis dans une structure plus grande qui vendait aussi de l'électronique en me disant bah écoute finalement ça te va, parce que à la base moi j'étais parti dans la restauration, leur partie restauration, je m'y plaisais bien. Pendant le Covid ils m'ont dit bah le resto est fermé donc tu vas retourner vendre des ordis et en fait ils m'ont dit non mais tu les vends vachement
vachement bien les ordi, du coup tu vas pas y retourner en restauration. D'accord, ok, Et donc ouais, c'est là que du coup David, avec qui je fais Netflix, m'a appelé pendant le Covid en disant bah écoute, notre projectionniste, nous il s'est barré, mais on parlait d'amis en amis, il n'y avait pas de proposition de Ouais, job et ouais, tout. ouais. Il m'a juste dit bah écoute, nous une projectionniste en fait ça lui plaît plus, il a envie de partir dans autre chose, donc il reviendra pas après le Covid. On a personne pour ouvrir le cinéma quoi. Bah, je dis écoute, ça tombe bien parce que moi j'en tire ras le cul. Ok. J'étais en plein changement, j'avais quitté ma copine, j'avais vendu mon appart, je vivais en coloc avec un pote, le temps de pouvoir me recaler, Ouais, donc etc. c'était le bon moment de C'était revenir. exactement le bon moment. Et donc me voilà du coup pour la réouverture du cinéma ici, D'accord, ok. dans ce mono-salle du coup pour essayer de remonter un peu le truc. Parce que en fait il y avait un projet de deuxième salle ici qui est toujours en cours. D'accord. Et il fallait quelqu'un pour remonter la pente, pour essayer de prouver qu'il y avait la capacité d'avoir une deuxième salle quoi. D'accord, ok. Donc du coup il fallait vraiment booster le truc et on s'est donné ben, voilà, les 2 ans qui sont arrivés. Et donc là fin 2023 on a réussi à battre le record de tous les temps du ciné. Et donc ça a permis de remettre un peu de boost et de se dire qu'on voilà, on en est capable et que c'est une ville qui peut le faire. D'accord, ok. Donc voilà, c'est des parcours qui se ressemblent un peu finalement. Je pensais pas autant. Bah ouais, moi non plus, tu vois, en racontant ton histoire, j'étais en mode putain, mais en fait on a la même histoire, tu vois, à peu près. Et donc voilà, mais je me demandais, parce que finalement, comme tu le disais, t'es passé par tellement de postes, certains qui n'existaient presque limite même pas. La fonctionnalité que t'as maintenant, elle consiste en quoi exactement? Alors, le adjoint de direction, c'est vraiment, si je reste sur le papier, on va dire, parce qu'il y a je pense qu'il y a vraiment la version papier et la version réalité. Version papier, normalement, je m'assure que toutes les tâches propres au cinéma quotidiennes dans son fonctionnement soient faites. En fait, comme on me l'a présenté, c'est vraiment un boulot pas de surveillance, mais de m'assurer que les choses soient faites. D'accompagnement finalement avec toutes les zones du cinéma quoi. C'est ça, exactement. Donc c'est principalement ça. Après, en soi, pour le terme vraiment technique, tout ce qui est... alors, on va rentrer sur les termes un peu techniques, tu m'arrêteras si c'est vraiment... On fera du lexique. Ouais, voilà. Toutes les créations de playlists, packs, attributions de tout ce qui va servir à être diffusé en salle, quoi. Voilà, tout ça, ça fait partie maintenant de mes attributions de ce qu'on appelle de début de semaine, on va dire. Oui, c'est vrai que vous faites un travail à la semaine. Voilà, c'est ça. Parce que c'est quelque chose que je maîtrisais absolument pas jusqu'ici. Je n'avais jamais eu l'occasion de mettre les mains dedans. Donc il a fallu que j'apprenne. En l'absence de la directrice, c'est moi qui dois faire la programmation. C'est-à-dire qu'on reçoit une grille de la part du service programmation du siège. Et c'est à nous de remettre à peu près... dans les trous de notre grille, donc avec des horaires qui sont corrects par rapport à la durée des films. Il vous envoie un schéma de base. C'est ça, un schéma de base équilibré en fonction sur 4 feuilles à 3 et tu prends ça jour par jour avec tes films, tu mets dans tes salles et après tu changes tes films en fonction des salles, en fonction de ce que tu sais que le film va avoir comme impact. Tu peux le mettre dans une petite ou une grande salle en fonction du nombre de personnes que tu peux avoir. Ce qui est extrêmement important, évidemment. Voilà, après tout ce qui est technique c'est toujours pour moi par la force des choses parce que c'est moi qui ai montré le plus d'intérêt et surtout qui a le plus d'expérience là-dedans, même si j'essaye de former un maximum mes collègues. Alors il y a des collègues qui sont plus ou moins réceptifs, donc c'est compliqué, même pour les changements de lampe, je les ai formés, mais ça reste encore quelque chose d'assez délicat. C'est pas évident, c'est délicat comme fonction. Et puis pour le coup, pour quelqu'un comme toi et moi, où on a cet intérêt, cette curiosité de faire, ça vient assez instinctivement. Pour quelqu'un qui de base le fait parce qu'il faut le faire et rien de plus, je comprends que ça soit un peu plus compliqué à Il y a une passion pour le technique. En fait, il faut énormément de passion finalement pour travailler dans ce boulot-là, parce qu'il faut une passion d'informatique, parce qu'on va devoir bidouiller à un moment ou à un autre, taper des lignes de code, même simple, mais il faut parfois le faire. Comme tu disais, des changements de lampe, de la technique pour voir ce qu'on appelle unplug, enfin déplug et replug des cartes qui viennent de déconner. Enfin voilà, pouvoir faire des changements de fonctionnalité, des choses comme ça. C'est vrai que si ça te passionne pas, c'est compliqué de rentrer dedans. Je m'en suis rendu compte avec certains de mes collègues, que c'était. Je lui disais, tu dévises, tu enlèves la carte, etc. Et je sentais que rien les termes, certains termes, etc. C'est un métier, monsieur, c'est un métier. C'est exactement ça. C'était très vite perdu, donc là, j'ai gardé toute la technique pour les locations de salles et autres arbres de Noël de fin d'année. Pour que tout se passe bien. Voilà, c'est exactement ça. Donc avec la transpiration de me dire si tout va bien se passer et surtout savoir que voilà, dans telle salle, il y a des trucs qui sont pas possibles parce que c'est des projecteurs qui datent qui ont vraiment beaucoup d'années dans la tête. Ils sont arrivés quand je suis arrivé, c'est ceux de Cap Ciné, donc ils datent de 2011. Voilà, donc il y en a que 2 qui ont été changés entre temps. Il y a des serveurs qui ont été changés, des réactions qui ont été changées et normalement on a un calendrier d'installation de projecteurs laser. Normalement, si tout va bien,
mi-2025, on sera tout laser. Waouh! Même sur les petites salles? Même sur les petites salles. Waouh! Normalement... Alors, il faut savoir, pour ceux qui sont néophytes là-dedans, que Ouais. du coup, pour l'instant, nos projecteurs, la plupart sont en lampe xénon. C'est C'est ça. des grosses lampes avec du gaz à l'intérieur, C'est ça. qui éclairent quand une anode et une cathode, donc quand il y a un arc électrique qui se crée, ça fait exploser entre guillemets le gaz à l'intérieur, et ça vous permet d'éclairer un écran à forte luminosité. Depuis quelques années, il y a le laser qui est arrivé, donc ça permet d'avoir toujours cette forte luminosité, plus de variations de couleurs, plus de palettes, en gros, donc C'est une ça. plus belle image, presque la qualité du OLED, hein, finalement. C'est ça. La différence, c'est qu'on ne peut pas changer, si je ne me trompe pas, Non. la lampe qui est à l'intérieur du laser. Donc une Non. fois que ça déconne ou une fois que c'est fini, faut en racheter un. C'est ça. Mais ça dure beaucoup plus longtemps. Ça dure beaucoup plus longtemps. Techniquement, si ça ne déconne pas, ça dure Voilà, plus longtemps. c'est ça. C'est toujours. En fait, j'ai vraiment quand j'en discute avec certains collègues, je compare donc les projecteurs au xénon, donc ceux qu'on a à Moulins, c'est des Barco. Je compare les Barco et nos projecteurs laser NEC avec le système américain et russe. C'est-à-dire que pour moi, les Barco, c'est russe, c'est vieux, c'est rudimentaire, mais ça tient fonctionne. le coup. C'est Et ça. les NEC, c'est de la technologie, mais c'est américain. C'est-à-dire que dès qu'il y a un truc, ça peut partir Eh ben, en couille, quoi. Tu vois, en xénon, moi je suis sur du NEC ici, alors que toi, si je suis sur du Barco, et ben, Ouais. je pense l'inverse. Alors, Ah ouais. est-ce qu'il y a eu un switch au niveau du laser chez NEC? Mais c'est vrai que moi ici, le NEC ne déconne Ah ouais. jamais. D'accord. J'ai ok. juste un pompage de lumière en fin de lampe. Parce que c'est normal, au bout d'un moment, voilà, Mm. ça s'abîme, ça Ouais, noircit bien un sûr, peu, ouais. donc ça galère un peu. Mais en vrai, ici, je n'ai jamais de problème. Après, je tourne beaucoup moins que vous aussi. Alors, il y a ça, et puis on est toujours dans la partie technique. Hein. Je suis désolé pour Non, mais ça fait partie du deal de ce podcast. Voilà, si ça vous plaît pas, et ben tant pis pour vous. Vous attendez le segment d'après. L'avantage aussi que tu as sur ton... Oui, alors tu tournes moins que nous, et surtout, en fait, ta cabine est fermée. Oui, qui est c'est pas- vrai que vous, qui est- les voilà. cabines sont à ciel ouvert. C'est un vrai... ciel ouvert. C'est un vrai... Enfin, On s'entend, il y a un toit au-dessus du cinéma, mais les cabines sont pas enfermées dans une cage. voilà, Quoi. c'est un parti pris qui a été fait, je sais pas comment les choses ont été imaginées. Parce au que moment les de- architectes sont complètement débiles, hein, tout simplement. En fait, c'est l'argument qu'on avait avancé avec l'équipe, mais je voulais pas être trop cinglant avec... Non, la non, mais c'est personne, comme ne pas prévoir de porte de sortie vers l'extérieur du cinéma et obliger les gens à ressortir à l'intérieur du Ouais, ciné. Ça, c'est c'est- quelque chose, quand t'es architecte et que t'as fait déjà une dizaine de cinémas, normalement, c'est censé te venir en tête, surtout quand t'as la place pour sortir. de l'autre C'est côté. ça. Enfin, bon, bref, ça, c'est du détail. Et pour ceux qui n'ont jamais vu le cinéma de Moulins, en effet, tous les projecteurs sont sur donc des coursives en hauteur. Et en fait, sur 9 salles, il y en a 7 qui sont ouverts sur le cinéma. Ce qui fait que... Ah oui, c'est vrai qu'on a la salle 5 et et la la 1 qui sont fermées. Pourquoi qui sont- celle-là, on sait pas. Voilà. Et le reste donne sur le hall. Et du coup, avec les passages, les portes qui s'ouvrent, etc., les projecteurs subissent énormément toutes les caractéristiques d'un lieu de vie. Le vent, la poussière, La le luminosité, CP, la chaleur. et donc, du coup, ils en souffrent énormément, ce qui fait que je pense aussi que c'est pour ça que nos projecteurs subissent Ouais. un peu plus le temps Bien sûr. que d'autres. Et ouais, c'est un choix qui a été quand même assez étonnant. Après, on n'est pas le pire qu'on ait pu avoir. Un des techniciens qui était venu pour un projecteur m'avait raconté que, alors je sais plus, je crois qu'il m'avait pas dit où c'était, sur la construction d'un cinéma. Je crois que c'était un monosalle. Je me demande si c'était pas un monosalle. Construit le cinéma, tout va bien, magnifique cinéma, etc. Jusqu'à ce qu'ils se rendent compte qu'ils n'avaient pas fait de salle de projection. Ah, il y a... Et donc du coup, ils avaient installé un système apparemment de miroir pour mettre le projecteur et que l'image se reflète dans un miroir pour le projeter dans la salle de cinéma. Je dis ah bah oui, là je me plaindrai plus jamais du coup. Les mecs sont ingénieux pour inventer un système comme ça, mais enfin, bon, ils ont fait la connerie à la base, quoi. j'espère vraiment qu'il y a des têtes qui ont tombé après ça, quoi. Parce que quand il m'a raconté cette anecdote, j'ai dit ah ouais, oh, c'est dur là. En plus, moi, j'avais jamais été formé, en fait, j'ai formé sur le tard, mais en fait, il y a énormément de complexité et énormément de détails quand tu commences vraiment à pousser dans le métier de projectionniste. Il y a des détails techniques que tu apprends, tu es en mode ah ouais, on peut faire ça avec un projo, quoi. Ah oui, il faut surveiller ça sur un projo. Enfin, c'est fou parce que, on se rend pas compte, mais le jeu des miroirs sur un projecteur numérique, c'est absolument dingue. Et on peut, à long terme, par exemple, avoir un décalage du bleu, du rouge, du vert et se rendre compte que, en fait, il y a 3 images qui se superposent, mais en décalé, et que, ce genre d'erreur, par exemple, c'est changement de projo direct, quoi. C'est énormément de trucs comme ça, ouais. Mais bon, il a fallu aussi avoir le recul parce que bon, faut savoir que les projecteurs numériques sont arrivés dans les années 2000 quand Avatar est arrivé. Et qu'en fait, on commence seulement à avoir le recul de tout ce qui va pas
dans les projecteurs et en même temps on gère les nouvelles technologies qui débarquent. C'est ça. C'est vraiment, il faut tout gérer en même temps. Ouais, c'est assez passionnant et je comprends en effet que pour les gros groupes, on est content d'avoir des services dédiés à ça pour nous soutenir, parce qu'il y a des moments où, oui, même si moi ça fait 7 ans que je bricole avec mes barcos, il y a des moments où je suis complètement dépassé, quoi. Je suis vraiment complètement dépassé. Ouais, mais c'est vrai mais il faut pas, mais c'est vrai que tu passes de bien meilleures journées quand t'aimes bien mettre les mains dedans quand même, quoi. Ouais. Je vois pas comment tu peux faire autrement. Tu peux pas passer ton temps dès que tu as un problème à appeler quelqu'un qui a des centaines de kilomètres de là et qui va te dire alors est-ce que ça c'est vert ou rouge, est-ce que ce fil là il est déconnecté ou pas. Non, vas-y, tu vas tellement gagner en tranquillité. Faut comparer avec limite l'assistance que t'as quand t'as un problème avec ta box, quoi. Oui, c'est-à-dire que le mec ne voit rien, il a juste accès à quelques données via internet, et encore quand la machine veut bien aller jusque là. Et donc c'est vrai que c'est très difficile à distance, toi. Sauf que ça coûte une fortune de les faire se déplacer. Bien sûr, et que les mecs se déplacent pas tous les jours non plus. Donc parfois tu te retrouves avec une semaine, un mois sans machine. Parce que le mec a pas ça dans son agenda, quoi. Donc c'est vrai que. Et donc tous les forums et réseaux sociaux de projectionnistes qui partagent leur expérience, c'est des caves, c'est des vraies grottes, mais par contre c'est immense, quoi. C'est une mine d'or incroyable, quoi. Mais en effet, oui, il faut réussir à rentrer dedans et à trouver l'info dont tu as besoin. Mais c'est quand même. Pour vous dire que par exemple, il y a un truc tout bête, hein, mais moi je trouve ça absolument dingue et je comprends pas comment le CNC a pas prévu ça. Un truc tout bête, c'est qu'il n'existe pas de site officiel de fin de générique de film. Oui. En fait, pour vous rendre compte que votre générique commence toujours à un certain moment du film, à 1h32, 1h29, 1h56. Et en fait, le projectionniste a deux solutions. Soit attendre d'aller sur un site mis en ligne par les projectionnistes, fait par des bénévoles qui décident eux-mêmes d'intégrer en fait cette information, soit d'aller en salle tout simplement le mercredi une fois que le film est ok pour aller vérifier à quel moment ton film s'arrête, quoi. Et je trouve ça absolument dingue que le CNC n'oblige pas les distributeurs à nous filer les infos. Alors il y a de plus en plus de distribs qui le font, on reçoit des fiches techniques en gros avant la sortie du film, mais je trouve ça complètement dingue de pas avoir au moins une fiche obligatoire où on te dit le film finit à tel moment. Il commence à y avoir des time codes sur certains gros films américains. D'accord. Où en fait tu vas pouvoir dans ta playlist dire le générique je le mets à tel moment et il te dit en fait il y a un time code qui dit que le générique commence à ce moment-là. Et donc tu vas pouvoir gérer ton générique comme ça. Mais c'est hyper rare. Sur les films français, ça se fait à, je sais pas, peut-être 5% des films français qui le font et 70% des films américains, quoi. Là, pour le coup, tu vois, on a dans l'intranet du groupe, on a une feuille en ligne qui partage les génériques, où dès qu'il y a un cinéma qui a réussi à choper l'info, il la partage, pour qu'on puisse avoir les génériques. Parce que, mine de rien, ça peut faire beaucoup de films à vérifier le mercredi, à devoir vérifier chaque générique, etc. Donc ça demande un peu d'organisation, c'est pas infaisable, mais ça fait un truc en plus qui pourrait être fourni, comme tu dis, de manière beaucoup plus simple et beaucoup plus aisément par le CNC, quoi. Donc, surtout, nous ici, tu vois, moi j'ai qu'une seule salle, donc je gère mon aller-retour. Quand j'ai le générique, je sais que ça va commencer à peu près à ce moment-là, je me mets en cabine, je sais que je dois allumer les lumières, je le fais manuellement. Sur 9 salles, c'est impossible. Enfin, je veux dire, dès que t'as 2 ou 3 salles, déjà, c'est plus faisable. Mais alors, sur 9 salles, j'imagine même pas, ça serait l'enfer. Donc, t'es obligé de mettre ton crédit offset à un moment ou à un autre, ton début de générique, pardon, pour pouvoir allumer tes lumières un minimum, quoi. Donc, c'est exactement ça. Et justement, belle transition, parce qu'il fallait parler de la gestion d'un multiplex finalement. Alors on a connu ça tous les deux, finalement, gérer ces fameuses 9 salles, on pourra y revenir, du coup, les spectateurs qui sont complètement différents dans un monosalle comme le mien de petit village, où finalement on est un peu la seule activité possible après 20h, et vous, où finalement les gens viennent un peu au hasard, ils se plantent devant le ciné, tiens, qu'est-ce qu'il y a à 19h ? Ah tiens, on a le temps d'aller manger un kebab, on arrivera après, quoi. C'est vraiment deux modes de consommation pour toi et pour moi qui sont complètement différents, un peu comme finalement une plateforme et le programme télévision. C'est-à-dire que moi, je ressemble plus à la télévision linéaire, où les gens se plantent devant une chaîne et se disent, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui ? Et alors que toi, ils viennent, et puis en fait, ils peuvent choisir parmi les 9 salles à un horaire à peu près cohérent pour pouvoir aller voir ce qu'ils veulent. Tu vois ce que je veux dire ? C'est vrai, je n'aurais pas tenté la comparaison, mais bien joué. si, bien joué. On est loin de l'ORTF, mais c'est vrai qu'on propose qu'un seul film par soir, tu vois. Mais c'est pas du noir et blanc. C'est pas du noir et blanc, ça dépend. Ça dépend, c'est rare, mais ça dépend. C'est assez compliqué. Alors je sais que à l'époque de Cap Cinéma, avec mes collègues de l'époque, il y en avait beaucoup qui avaient du mal avec le fait que oui, on est un cinéma, on diffuse des films, c'est ça l'important. Et quand on s'est pris la main, on disait attention, oui, on diffuse des films, mais il y a une partie derrière, comme tu disais tout à l'heure, commerce, qui est extrêment important et qui est indissociable par rapport à la projection des films. Complètement. Et du coup, il y avait des philosophies qui s'opposaient un petit peu par rapport à ça.
Le multiplex de Moulins, en plus, il est un peu, on va dire, particulier dans le sens où on a le label art et essai, on l'a chaque année. Et du coup, on est vraiment ce mix parfait entre le multiplex avec sa confiserie qui déborde, où tu peux acheter absolument tout, quasiment tout et n'importe quoi, et le fait qu'on diffuse des films art et essai, qui fait qu'on a une stabilité de spectateurs réguliers, parce qu'on sait qu'ils vont venir voir ces films-là. C'est ça. Et c'est très étrange de danser un peu sur ces deux pieds-là. Je me dis, des fois, ce serait tellement plus simple d'être juste un multiplex ou juste un arrêt essai, mais y aurait pas, on n'aurait pas toute cette mixité de public. Et de possibilités aussi, de discussions, de soirées, voilà. On peut vraiment presque tout faire, quoi. Ouais, c'est ça. Et la limite, ce que je regrette un petit peu, parce que j'ai pas assez connu à l'époque, c'était les halls à jazz. C'était les concerts halls à jazz qu'il y avait. Alors, oh là, alors, est-ce j'avais vu la tête. Non mais voilà, c'est pour ceux qui regardent sur YouTube. Non mais je comprends ton envie, mais moi ça a été le début de la fin. Halls à jazz, ça a été le début de la fin, où tu essayes de créer une espèce de monstre hybride dans un multiplex, avec une salle qui n'est pas conçue pour, avec un hall qui n'est pas fait pour, avec un public qui est complètement à l'opposé de ce que tu as d'habitude. Donc du coup, tu te mets à faire un service qui n'est pas celui que tu fais d'habitude. Et au niveau des employés, au niveau des spectateurs qui sont dans le hall à ce moment-là, et pour la gestion, toi, personnelle, en fait, de tout cet amalgame de trucs, c'est vrai que c'était hyper compliqué. T'avais quand même une gestion d'artiste, on n'avait jamais fait ça. T'avais des mecs qui remplissaient des salles de concert, qui venaient dans ta salle de 200 places, qui débarquaient avec leurs exigences, leurs trucs, je sais pas, moi, ils voulaient peut-être qu'il y ait que des M&M jaunes dans le bol, tu vois, ou, tu vois, ils voulaient un certain type d'alcool dans le truc, tu vois, gérer des artistes qui arrivent bourrés sur scène, ce genre de truc. Enfin, nous, on l'a fait pendant 2 ans, et voilà, c'était pas ma guerre, quoi. C'était une expérience qui était absolument extraordinaire, mais c'est vrai que c'est pas, je pense que le cinéma doit aussi pouvoir se focaliser sur certaines choses, et ce qu'il peut offrir. Mais je comprends complètement ton envie, surtout quand on est dans le côté technique. Oui, mais voilà, et je pense qu'en fait j'ai cette impression-là parce que j'ai vu les quelques séances de halls à jazz, et comme j'étais encore vraiment agent d'accueil encore, je l'ai vu de loin, et j'ai eu ce petit regret. Mais je pense que c'est parce que je n'y ai pas pu y participer que j'ai ce regret-là. Si j'y avais participé, peut-être que c'est arrêté, ça y est. Donc voilà. Après, le fait qu'on soit un multiplex hybride, ça permet, comme tu dis, énormément de choses, expérimenter énormément de trucs, et c'est plutôt génial. Je crois que tout ce qui est ciné-débat, événements, ce genre de choses, je crois que c'est ce qui est le plus intéressant, parce qu'on rencontre les réals ou des documentalistes ou des personnes qui ont bossé sur ce qu'ils présentent, et c'est toujours hyper intéressant. Le public, il faut savoir l'attraper pour qu'ils échangent avec les personnes présentes, parce qu'on a... Alors, je dirais pas timide, mais on a un public des fois parfois un peu difficile. Dès qu'ils sont lancés, ça va. Mais ça se voit de plus en plus là depuis le retour du Covid. En fait, je me rends compte que dans la salle ici, c'est pareil. Le public a énormément de mal à poser les premières questions. Et je pense que c'est un rapport à l'autre qui a changé depuis. Rapport à la salle de spectacle où c'est un peu plus difficile de se lancer. Et c'est là qu'intervient le côté médiateur de salle. Qu'on représente aussi, l'accompagnement en fin de séance, où il faut qu'on soit là pour combler les vides, quoi. Le temps que les gens se motivent. C'est ça, c'est exactement ça, lancer le truc. Ça permet aussi d'avoir c'est une diversité, en effet, de public, en bien comme en mal, mais c'est surtout en bien malgré tout, parce que ça fait plaisir de ne pas avoir toujours le même... le même type de spectateur, mais c'est un peu réducteur de dire type. Le même panel, quoi. Voilà, le même panel de spectateurs, et des fois on peut même être surpris, parce que j'ai des fois des personnes qui on peut s'amuser entre guillemets en les voyant arriver, en se dire ils vont aller voir ce film d'art et essai. En fait, toi tu vas dans la salle 7, non, tu vas dans la 1 avec les lunettes 3D. Voilà, c'est exactement ça, et c'est hyper agréable de voir que certaines personnes que nous-mêmes, on a le réflexe de cantonner à un type de film, qui en fait ne le sont absolument pas, parce qu'ils ont cette offre de je peux aller voir autre chose pour une fois, je vais me faire plaisir, je vais aller voir ça, quoi. C'est ça. Donc ouais, c'est plutôt agréable. Pour le coup, UGC Astoria, c'était que de l'art et essai de mémoire, du moins
du film un peu cinéphile. Ouais, c'est ça. Ouais. C'était des Du cinéphiles. qualitatif. Voilà, c'est des cinéphiles qui allaient à UGC Astoria. On va voir le dernier Gus Van Sant. Je ne sais pas qui est Nolan. Hein, mais C'est pas de la réussite, Nolan. il y a débat. Il y a débat. Mais ouais, je trouve que c'est vraiment un plaisir. Je m'en suis pas forcément rendu compte les premières années, mais au fur et à mesure, ouais, je me rends compte que c'est un plaisir. Alors, les gens ont du mal, malgré tout, à se dire votre programmation, elle tourne un peu en rond. Jamais été aussi varié en film. C'est entre le film grand public ou le blockbuster ou l'art c'est un peu plus de niche, etc. On peut pas faire mieux que ça. Pour 9 salles, on peut pas faire mieux que ça. Et 2023, on est typiquement l'exemple. Ouais. C'est qu'on a eu plein de petits films qui n'ont pas forcément fait des millions d'entrées, mais qui ont eu chacun leur petit succès et qui ont varié vraiment les plaisirs. On peut revenir en fin d'année, j'en ai parlé il y a pas longtemps de Vermine par exemple, ou ce genre de films français qu'on a vu arriver de nulle part et qui ont rempli des salles. Le Consentement, tu vois, c'est des choses comme ça où je suis désolé, mais il y a eu une variété de films différents cette année, que ce soit français ou américain, mais les gens trouveront toujours de toute façon de quoi contester. Du coup, c'est le moment pour réaborder le principe du public et on va pouvoir en discuter un petit peu. J'espère que d'ailleurs ça fout pas le bazar sur ton runner, mais j'ai pas de runner. Ouais, t'as pas de runner. J'ai pas de runner. Il y a plus de runner depuis à peu près 20 minutes. J'ai appris à plus en faire. Vraiment, le public a un rapport avec le cinéma que je trouve assez étonnant. Déjà, juste par le principe... Après, je pense pas que ce soit propre au public du cinéma, pour ce que je veux dire, mais ils voient que ce qu'ils ont envie de voir. C'est-à-dire que vraiment, il y a des œillères qui peuvent se mettre à une vitesse sur certains trucs, et entre autres pour les programmations, qui est assez étonnant. C'est-à-dire que... on leur offre quelque chose d'extrêmement varié et ils vont mettre de la peau de saucisson sur leurs yeux en disant vous avez que des films américains. Mais absolument pas, en fait. C'est absolument pas. Oui, les comédies françaises, c'est que du bas de gamme. Mais pas du tout, en fait. Il y a d'autres offres, mais c'est que vous refusez de les voir, ou alors parce que le média mainstream que vous suivez, Télérama ou France Inter, etc., n'en ont pas parlé. C'est ça. Mais récemment, on a une spectatrice qui a vraiment assassiné un de nos agents parce qu'il lui avait demandé quand est-ce que passera Dodin Bouffant chez vous. Et l'agent a été pris au dépourvu et il ne connaissait pas le film. Et il s'est fait assassiner. Oh, vous connaissez pas Dodin Bouffant? Il a été choisi pour représenter les Oscars par le CNC. C'est dur. C'est le genre de moment qui est très dur pour les personnes qui travaillent dans le cinéma. Ouais, voilà, c'est ça. Et disait, mais je veux dire, quand vous allez au théâtre, je ne pense pas que tout le monde a vu toutes les œuvres de théâtre. Donc vraiment, il y a un rapport par rapport à ça. Et on va rentrer dans le dur. Le rapport à l'argent et au ciné. Ça, c'est un truc que je n'arrive toujours pas à comprendre. Les gens sont prêts à trouver toutes les possibilités pour faire des économies sur tous les sujets, mais le cinéma, il se continue à dire le cinéma, c'est trop cher. Ouais. J'avoue que là, c'est le seul divertissement. Tu prends le théâtre, les opéras, concerts, les matchs les rencontres sportives, etc. T'entends pas autant de tapage que pour une place pour le prix d'une place de ciné. Ouais. C'est vraiment et ça me dépasse encore quand 2023 et en plus nous qui traînons sur les réseaux, on sait à quel point. Alors après c'est souvent ça pète et ça redescend tout de suite derrière. Mais c'est un sujet qui revient. Ça revient et c'est vraiment cette idée reçue qui ne lâche pas. Le ciné c'est trop cher. Et j'ai vraiment encore du mal et après, dans les moments où on est un peu plus sanguin, un peu plus énervé, je me dis, putain, ils comprennent pas, c'est pas possible, ils le font vraiment exprès. Et après, je prends à fois un peu de recul en me disant, mais en fait, ils ne savent pas, en fait. Ils ne savent pas, ils ne connaissent pas comment fonctionne un cinéma. Et quelque part, ils s'en foutent un peu, ou alors ils sont pas éduqués à l'image du cinéma comme ça. Enfin, je leur en veux moins, en fait, en prenant du recul. Non, mais je suis d'accord. Puis en plus, toi, t'as peut-être un dialogue, enfin, je sais pas combien vous faites de spectateurs par an, mais t'as peut-être un dialogue qui est t'as peut-être moins le temps, en fait, de te poser avec un spectateur pour lui expliquer les règles. Moi, j'ai des spectateurs qui viennent ici, je fais 16 000 entrées par an, ce qui est pas énorme, mais ce qui est suffisant pour un cinéma comme ici. Et quand quelqu'un vient en me disant que c'est trop cher, ou tiens, vous avez augmenté vos tarifs, ou tiens, vous êtes plus en lien avec l'autre ville où vous faisiez les tickets en accord, machin et tout, et que tu leur expliques que c'est parce qu'il y a une augmentation de tarifs,
Bah, du coup, tu peux prendre le temps. Tu dis, bah écoutez, si on a augmenté de tarif, c'est parce qu'on a notre place, enfin, là, ce que vous payez, là, les 6,30 € ou les 7,50 €, on a déjà la moitié, nous, qui part pour le distributeur. On ne touche que la moitié de la place. Moins toutes les dépenses annexes qu'on a à côté, bah oui, effectivement, on a été obligé d'augmenter le tarif, sinon le cinéma, on le ferme tout simplement, et puis c'est tout. Et voilà, quand les gens se plaignent, ah bah oui, mais pourquoi vous passez la chasse gardée à la place de d'Odin Bouffant, tel jour, telle heure, alors que vous l'avez jamais diffusé? Tout simplement parce que je vais faire 20 ou 30 entrées avec chasse gardée, que je vais en faire 2 avec Dodin Bouffant, et qu'au bout d'un moment, avec une seule salle, je suis obligé de faire un choix. Parce que, oui, effectivement, on est un lieu culturel, mais on doit aussi rentrer de l'argent pour survivre, et que, il faut faire des choix, et de temps en temps, voilà, mais on passe pas mal d'arrêts-essais aussi pour avoir les aides à côté, et donc on essaie de trouver un équilibre, mais c'est pas évident, et pour vous, ça doit pas être évident non plus. Je me rends compte que ton exercice doit être encore plus difficile parce que t'as qu'une salle, donc vraiment le choix est encore plus drastique. Ouais. Que nous. Nous, c'est plus, on va dire, c'est rare qu'on n'ait pas, qu'il y ait un film à succès qu'on n'ait pas, même si ça c'est arrivé, et pour le coup, c'est un peu plus de notre faute, puisque c'est quelque chose qu'on devrait travailler avec le service programmation en amont. Par exemple, 5 hectares avec Lambert Wilson, on nous l'a beaucoup réclamé, et il n'a pas été programmé à Melun. Et pour le coup, je pense que c'est une erreur. Il y a peut-être un problème géographique. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça, et pour le coup, c'est une piste de travail qu'on a avec ma directrice, c'est justement d'essayer d'anticiper certaines choses, et que certains films, attendez, ce film-là, vous n'avez pas prévu de nous l'avoir. L'association Cinébocage qui fait qu'on a énormément de films à réessayer programmés tous les mois ne va pas le prendre non plus. Il serait peut-être pas déconnant qu'on voie pour voir si ce serait pas intéressant qu'on l'ait, parce que géographiquement on sait que le festival Télérama, on avait le choix sur les films à diffuser, entre autres sur les avant-premières, et parmi les avant-premières, il y avait un documentaire qui s'appelle La Ferme des Bertrands, tout à fait, qui reprend du coup la généalogie d'une ferme sur plusieurs générations de la même famille. Et quand j'ai vu l'avant-première, j'ai dit mais oui, il nous faut ça en avant-première, et si on peut l'avoir après, c'est encore mieux, parce que je sais que ça parlera au public d'ici. Et puis ça tombe au bon moment, quoi. On est en plein milieu de l'actualité. Voilà, encore plus. Donc c'était donc voilà, mais pour le coup, ça, je pense que c'est plus de notre ressort de vraiment voir avec le service programmation en disant il y a certains films qu'il faut avoir. Mais oui, je trouve que toi, c'est beaucoup plus compliqué. Une seule salle, il y a vraiment un choix, mais c'est cornélien, quoi. C'est ça. On passe entre 7 et 12 films par semaine, mais qui auront 2 ou 3 séances, tu vois, parsemées à droite à gauche, et tu dois sélectionner tes horaires pour te dire, le samedi soir, c'est comédie familiale, ou le samedi soir, ça va être film d'action. Tu peux pas te dire, on passe un film à réessayer le samedi soir. C'est se tirer une balle dans le pied, et tu dis, je suis désolé, mais vous allez venir plutôt le dimanche à 18h. C'est plus un horaire pour ce genre de film-là. Donc c'est vrai que c'est des choix à faire qui sont un petit peu plus drastiques que pour vous, mais en même temps, vous avez une flopée de films, vous, qui débarquent, et vous avez parfois des salles qui tournent pas, alors que le film, vous en auriez pas voulu, et vous l'avez quand même, parce que le service programmation a des accords, et qu'au bout d'un moment, le film, c'est obligé de le diffuser, quoi. C'est ça. C'était quel film? Alors, je sais qu'Avatar avait, à sa sortie, par la force des choses, avait un peu écrasé la programmation. Ça fait qu'on avait littéralement 2 salles qui n'étaient dédiées qu'à lui. Mais aussi, il y avait la technologie qui était demandée pour diffuser Avatar, qui nous a obligés aussi à faire ça. Pour ceux qui ne le savent pas, quand le Avatar, la voix de l'eau était sorti, on utilisait une technologie qui s'appelle le HFR, et qui nous demandait un nombre d'images par seconde, si je ne me trompe pas. Multiplié par 2. Voilà. Et du coup, il y avait seulement certaines salles, entre autres à Moulins, qui pouvaient le diffuser. Il faut des serveurs spécifiques avec des projecteurs spécifiques. Et j'ai pu tester sur des serveurs qui ne l'étaient pas, et en fait, tu vois rien. Ça marche pas. Ça marche littéralement pas. Ça lance le film au moins, ou non? Alors, il y a le lancement du truc se fait, mais dès la première image, ça bloque. D'accord, ok. Il refusait d'aller plus loin. Ça a au moins pu tenter l'expérience. Voilà, moi, je savais pas. Par curiosité, je voulais voir ce que ça donnait, balancer du HFR sur des autres salles, et non, ça marchait pas. C'est comme ouvrir un DCP sur un ordinateur. Voilà, c'est ça. Je vous conseille d'essayer de le faire. mais oui, mais je me rappelle plus. Je crois que c'était un film. Je me demande si c'était pas un film Disney où je crois que c'était Walt Disney, alors je me rappelle plus quel film c'était, où vraiment il nous imposait une grille de programmation, mais qui était absolument honteuse. Il y avait c'était pas toutes les heures, c'était vraiment, et sur plusieurs salles, enfin et dans ces moments-là, c'est oui, vous êtes mignons, mais vous écrasez littéralement tout le reste. Et quand il y a certains distributeurs que je suis sur les réseaux où ils sont assez actifs, je pense entre autres à Eurozoom, que je suis beaucoup parce Amel est très très active, et à l'époque de la reprise du Covid, elle disait mais pensez aux distributeurs un peu plus
un peu plus petit, parce que là, les distributeurs comme Disney, ils écrasaient la pro et il n'y avait pas, mais il y avait en pas même moyen temps, de tu vois, lâcher. t'as des distributeurs. Alors, on balance, hein, les gars. Hein. Ouais, allez pas ouais. nous vendre, hein, mais on balance un peu. Mais t'as des distributeurs comme le Pacte, par exemple, qui font de la réessai, on va dire, toute l'année, et qui, eux, par contre, de par leur nom, exigent aussi parfois un nombre de séances absolument Ouais. aberrant pour des cinémas comme le nôtre ou même comme le vôtre. Enfin, je veux dire, demander un plein écran sur l'innocence de Koreeda à Moulins, ou même chez moi, je veux dire, ça n'a aucun sens, tu vois. Mais inversement, moi, les sorties nationales, par exemple, on va avoir Cocorico qui sort bientôt. Une sortie nationale, chez nous, c'est l'équivalent, on nous demande l'équivalent d'un plein écran. Vous, en gros, ça va être le fait de passer le film à 16h, à 18h, à 20h, à 22h, mais dans 4 salles différentes, par exemple, et avec 9 salles. Nous, on va nous demander de le passer toute la journée avec un monosalle. D'accord, ok. Pendant 2 semaines. Ouais, d'accord. Donc là, tu dis, bah non, les gars, enfin, c'est c'est pas assez ridicule. Donc, on a le fameux partage de copies, où on a Dompierre-sur-Bèbre, du coup, qui est pas loin. D'accord. Et le distributeur nous dit, bah ok, si vous passez tous les deux le film au moins une fois par jour, c'est l'équivalent d'un plein écran. Vu que vous n'êtes pas loin, vous êtes considéré comme la même salle, en fait, comme le même cinéma. Et donc ça nous permet parfois d'avoir des sorties nationales, mais ça nous demande quand même de passer le film au moins une fois par jour. Et c'est quand même 7 créneaux en moins, déjà qu'on est fermé 2 jours par semaine. Tu vois, c'est des exigences aussi qui sont difficiles à mettre en place, mais parfois on est obligé de prendre une sortie nationale. Donc ce qui fait que du coup, tu travailles en adéquation avec Dompierre-sur-Bèbre sur... Quand on est d'accord sur les films, oui, ça arrive de plus en plus rarement parce qu'on a vraiment 2 programmations qui sont assez parallèles maintenant. Mais pendant tout un temps, c'est vrai que toutes les sorties nationales de 2023, on les a fait ensemble. Donc voilà, on était à 6 ou 7 séances par semaine, chacun de notre côté, au moins les 2 premières semaines. Et après, on pouvait faire le nombre de séances qu'on voulait, chacun de notre côté. Voilà. Mais ouais, dès qu'on veut une sortie nationale, on est obligé de voir avec Dompierre. À aucun moment, le distributeur va nous dire, ok, 6 séances dans une semaine pour une sortie nationale, vu le nombre de copies au niveau national, c'est pas possible. C'est du gaspillage. Bien sûr, je comprends. D'accord, ok. Ça rajoute un élément de complexité. Ouais, mais même si, même nous, en fait, on aurait presque plus de monde à le passer 4 fois dans la semaine plutôt que 7, parce qu'en fait, là, on étale le champ des possibles des gens qui vont s'éparpiller en fait sur les 7 séances, mais en fait, au final, on va avoir le même nombre de spectateurs. D'accord, tu vois, on n'est pas on n'est pas en expansion de population ici. Donc le but de passer un film 6 fois ou 4 fois, pour nous c'est pareil parce que la population est la même et elle va trouver son créneau, que ton film tu le passes 7 ou 4 fois. Surtout si tu le passes sur 4 semaines. Tu vois, donc à un moment sur 4 semaines, tu vas forcément te trouver un créneau, quoi. Oui, bien sûr. Et ça me permet de rebondir sur le fait que j'ai l'impression que maintenant les gens pensent que le cinéma c'est Netflix, quoi. Les gens débarquent après 3 semaines en mode, bah vous l'avez plus celui-là. Non, bah les gars. Je le fais depuis 3 semaines, je vous le balance 4 fois par semaine à des horaires complètement variés à chaque fois pour que vous ayez l'occasion de venir le voir. Et au bout de 3 semaines ou 4 semaines, vous me demandez si je le passe encore. Je veux dire, arrêtez de jouer avec votre télécommande. Enfin, je veux dire, je suis un cinéma, je suis pas Netflix, tu vois. Enfin... Non, mais c'est vrai. Mais de toute façon, c'est l'après-Covid, hein, on le sait. Il y a une trace qui a été laissée. Et, faut être honnête maintenant, je ne pense pas qu'on retrouvera ce qu'on appelait le monde d'avant pour ce qui est du cinéma, c'est évident, parce qu'il y a un avant et un après. Mais oui, il y a vraiment cette idée de et vous l'avez plus. Et je dis, disons que la dernière semaine, il a fait 10 entrées sur la semaine. C'est ça. Vous êtes mignon, mais le distributeur, il faut qu'il fasse un choix aussi. D'ailleurs, parce que j'ai cru comprendre que tu fonctionnais pas comme ça. Pour les cinémas, entre autres celui de Moulins, la programmation se fait toutes les semaines. Parce que toutes les semaines, il y a renégociation avec les distributeurs sur le nombre de séances, le nombre d'écrans, les horaires, etc. C'est pour ça qu'à chaque fois, vous voyez la programmation que sur une semaine. Sur le lundi pour le mercredi. Voilà, c'est ça. Donc du mercredi au mardi, et à chaque fois, c'est décalé comme ça, parce que tout est renégocié à chaque fois. D'où le fait que beaucoup de cinémas soient passés en total numérique, parce que ça coûtait une fortune en papier de rééditer un programme chaque semaine, pour le nombre de programmes qui étaient tirés. Quoi. On continue à le faire en papier, nous, personnellement. J'ai vu ça. On a un public, en fait, on a un public, on va dire les termes sans être vexant, mais le public 3e âge, qui tient énormément au programme papier. Et ça a été évoqué, je crois que c'était avec mon ancienne directrice, qui avait évoqué, les programmes papier, on arrête, c'est un coût monumental, et que là, c'est une manifestation devant le ciné. C'était la première chose qu'on nous a demandé, parce qu'il y avait eu ici, donc il y a eu une réouverture entre deux Covid, voilà, comme tout le monde, et le programme papier avait été arrêté pour des problèmes d'hygiène, et en fait, donc les gens s'étaient habitués à prendre le programme en version numérique, soit en le prenant en photo ici en PDF, ou avec le QR code pour aller sur le site. Bien sûr.
Et la première chose qu'on nous a exigé quand on a rouvert la deuxième fois, c'était le programme papier. Ouais. Quoi. Alors que tout le monde s'était habitué. On a fait on a regardé en fait d'entre les deux, et il n'y a pas eu de baisse de fréquentation avec et sans le programme Ouais. papier. Mais avec le programme papier, t'as pas la colère des gens. Quoi. Oui, voilà, c'est ça. Donc, et au bout d'un moment, bah, t'en arrives au point, oui, à essayer d'éviter un maximum le conflit. Et essayer, bon, bah, si ça doit passer par des programmes à imprimer. Mais ouais, à chaque fois, c'est vraiment là, pour le début de semaine, j'en avais imprimé une cinquantaine. Je sais que là, on est mercredi, il y en a déjà plus. Ah ouais, c'est il y a sûr. certainement déjà en réimprimé d'autres, quoi. Parce que voilà, ces petites habitudes, je pense que c'est vraiment le programme papier comme le journal, quoi. Ouais. On le prend comme ça et C'est ça. j'ai mes petits. Ça fait partie du truc que tu vas chercher à la boulangerie. Tu sais, t'es à la boulangerie, Oui. tu demandes ton pain, en attendant qu'elle t'apporte ton pain. Ah bah tiens, le programme de cinéma. Ouais, T'en as déjà un chez toi, mais t'en Ouais, prends un quand même. ou je le prends pour la voisine. Ou je Ouais, le c'est prends, ça. Ouais. Et comme tu dis, oui, il y a vraiment comme encore une fois, c'est ce qu'on disait, comme il y a une certaine méconnaissance de comment fonctionnent les cinémas, Ouais. ils se posent pas la question, oh, le film il est sorti il y a quelques semaines, ça devrait être bon, on ira le voir, bah tiens, Ça fait samedi partie 20... de la watchlist. ouais, samedi 20h, Ouais. c'est bon, mais non, absolument pas en fait. Oui, il y a ça aussi, oui, vous devez c'est- avoir ce cas-là, les gens qui débarquent en mode bon, mais on va le voir tel jour, telle heure, sans regarder le programme. Ouais, Quoi. voilà, c'est ça, en disant bah il vient de sortir, il devrait être. Mais absolument pas en Ouais, fait. ouais, C'est pas, ouais. enfin, tout n'est pas, tout ne fonctionne pas comme ça. Et après, en plus, il y a ces horaires de 19h30, c'est un peu trop tôt. 21h15, c'est un peu trop tard. Je suis navré, mais comment dire, c'est pas parce que vous avez connu à une époque un truc comme ça, c'est pas la télé, comme tu dis, Ouais, c'est ça. c'est pas Netflix. On impose en effet entre guillemets les horaires. Bah, vous vous y pliez en fait. Bah, c'est Et puis si on le fait, c'est qu'il y a une raison en plus. Bah, c'est oui, même pas, c'est ça. c'est même C'est pas que- une question pour vous embêter quoi. Les gens ne se posent pas la question de se dire est-ce que je suis pas la minorité finalement. Oui. Tu vois, mais non, forcément, si je pense ça, tout le monde pense comme Oui, moi. voilà, c'est en ça. mode bah non, mec, voilà, si on met le film dans la salle 8, c'est parce que, enfin voilà. Et ça, il faut que les gens comprennent aussi. Le but d'un exploitant n'est pas de blinder la salle. Non. On choisit une salle pour que vous soyez à l'aise dedans. C'est exactement Donc si ça, vous ouais. vous rendez compte qu'il y a personne dans une salle, parce que vous dites tiens, il aurait pu le mettre dans une salle plus petite, c'est normal en fait. Parce que le but c'est que vous soyez à l'aise dans cette salle-là. Donc si on met un film dans la salle 1 mais qui fait que 50 personnes sur 250, c'est normal. C'est tout à fait normal. Donc ouais. on aimerait bien, on adore avoir des salles pleines, c'est pas le souci, mais le but c'est que pour le spectateur, enfin ça doit être relou aussi d'aller tout le temps dans des salles qui sont tout le temps pleines quoi. C'est ça, c'est exactement ça. Après, je crois que ça fait un bail qu'on n'a pas fait de vraiment complet sur une séance, ou alors c'est une séance vraiment spécifique. Bah, encore une fois, hors Festival Jean Carmé évidemment, parce que c'est hors catégorie. Ouais, c'est ça. Mais ouais, entre autres pour des avant-premières sans équipe, parce qu'on en a rarement, mais on en a eu. Je crois que le dernier qu'on avait eu, c'était Chasse gardée. C'était Chasse gardée. Je crois qu'on avait fait presque complet, ou peut-être complet en fait. Ah ouais. Non, je crois qu'on avait fait presque près complet. Et je pensais plus à les choses simples avec Lambert Wilson et Gadebois. Oui. On avait eu les acteurs, ça avait fait complet, mais parce qu'il y avait une équipe. Ouais. Je crois que la dernière avant-première que j'ai vue complet, sans équipe, sans rien, c'était le Grand Bain. Ah ouais. Pour te dire à quel point ça remonte à un certain temps. Et en même temps, est-ce qu'il n'y a pas comment dire, une banalisation de l'avant-première aussi? Oui, ben on est d'accord. L'avant-première du mardi quand le film sort le mercredi, bon. C'est ça. C'était un peu il y avait quelque chose un événement de alors que là maintenant c'est quasiment systématique. C'est ça. C'est quasiment systématique. Donc nous on essaie de faire en sorte qu'il y ait pour certaines œuvres, quand on peut, essayer de créer une plus-value autour de l'avant-première. Mais c'est pas possible systématiquement quoi. Bah non. Et mais comme tout le temps les thématiques, enfin je veux dire. Ouais. On est d'accord. C'est l'avant-première du dernier Jaguar. Je ne voyais pas voir avec le pal en disant alors, est-ce que vous pouvez nous louer, s'il vous plaît, le gros venir avec celui-là là. Il a l'air vif. Mais oui, comme tu dis, je pense que les avant-premières sont devenues un peu. On fait partie du quotidien fait, du ciné. Et comme tu dis, un avant-première un mardi alors que le film sort le lendemain, est-ce que vraiment ça a un intérêt Bah non, mais bon, après, comme tu dis, c'est pour créer l'événement, mais c'est surtout aussi pour les grandes villes, ou pour parfois avoir comment dire, une genre de vision à l'avance du succès que va avoir le film. Quoi. Quand tu fais 50 personnes sur une avant-première et que t'en fais que 20 sur le film d'après, tu sais que voilà, il va peut-être y avoir une différence de. On est d'accord que c'est un outil pour mesurer le truc. C'est comme pour les préventes. C'est d'ailleurs très surpris. Nous n'avons pas de on ne fait pas partie des cinémas qui ouvrent les préventes pour Dune 2. Et je n'ai absolument pas. Je ne sais toujours pas pourquoi. Je ne comprends pas. Je sais que dans le même groupe, Châteauroux l'a. 3 ne l'a pas. Je ne comprends pas. Alors que pour le coup. C'est un outil, comme on disait, c'est un outil qui est franchement pratique pour mesurer l'attente du public. Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est vrai que Dune, on tape sur quelque chose qui est quand même un peu... Alors, j'allais pas dire de niche, mais c'est de la science-fiction, et je trouve que déjà, la science-fiction, c'est toujours un peu compliqué avec le public français. Je suis d'accord. Là, c'est le deuxième.
c'est du Denis Villeneuve, donc c'est long. Et Dune, c'est ultra dense. Donc, je sais vraiment pas à quoi m'attendre. Il a pas tout pour lui, on va dire. C'est ça. Ouais. Donc, j'ai à chaque fois les services de programmation, quand ils nous font un peu le retour des entrées sur la semaine passée, ils disent ah, on attend Dune avec impatience. Alors, dans les grandes villes, peut-être, mais méfiez-vous pour les autres, parce que je ne sais pas si c'est aussi accessible qu'on croit. Il y a une grande. Comment dire? Il y a un grand flou pour les services de programmation parisiens. Quand ils essayent de programmer tout ce qui va être en région, en fait, c'est assez particulier. Il paraît qu'il faut pas dire région, mais enfin voilà, ce qui se trouve en dehors de Paris. Voilà, c'est ça. Le reste du monde. Ouais, le reste du monde. Et donc du coup, c'est vrai que ça doit être particulier aussi pour eux de leur dire, bah attendez, là par contre, faut qu'on passe les Bodas en Thaïlande en sortie nationale. Hein. Les mecs, ils vont dire, mais vous êtes complètement con. Je dis, mais non, mais attendez. C'est un très bon exemple, ça. Et voilà, et les Bodas en Thaïlande, ça a été absolument extraordinaire. Comment le film a eu un succès en région et à Paris, il a bidé comme jamais. Et tous les services de programmation se sont retrouvés comme des cons. Putain, mais il faut ressortir le film là. SND qui a dû se dire, waouh, il faut refaire des copies, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Et ça a été complètement fou cette histoire. C'était un très beau cas d'école, je trouve, les Bodas en Thaïlande. Pas forcément pour la qualité du film, mais au moins juste le cas d'école de programmation. C'est vraiment. C'est voir large. Ouais, c'est incroyable quoi. C'est incroyable. En plus, les deux acteurs ont vraiment joué le jeu d'une tournée de malade, je crois, dans toute la France. Complètement. Et ça a fait un carton à chaque fois, donc. Mais oui, c'est un beau cas d'école. C'est ça. C'était bien, très intéressant. Eh ben, ça fait déjà 1 heure qu'on parle, tu vois. Ça part beaucoup plus vite. Ça passe vite. Je m'inquiétais, et puis finalement. Non. Du coup, je voulais quand même qu'on parle un petit peu, parce que je pense que toi et moi, c'est pareil, on est à peu près dans le même cas. Donc, toi, t'es papa. Oui, tout à fait. T'es papa de. Un petit garçon. Enfin, qui a 12 ans là, donc c'est un grand garçon. Voilà, qui commence à être un peu plus grand. Mais on n'a pas un métier facile. On est souvent bien accompagné. Et impératif, je pense. Voilà, c'est ça. Et c'est là que j'arrive au niveau de ma question, c'est est-ce que tu t'en sors dans les horaires? Est-ce que tu arrives à t'arranger du coup avec ta compagne? Oui, ta compagne. Oui. Voilà. Non, mais j'essaie de ne pas faire de Non, bien sûr, il n'y a pas de souci. Et donc c'est vrai que ça doit pas être évident tous les jours de voir les enfants, d'essayer d'être là quand eux sont présents. Enfin, je sais que moi, les enfants de ma femme, je les ai qu'une semaine sur 2. Mais par exemple, je suis absolument ravi d'avoir le mercredi comme jour de repos, par exemple, parce que le week-end, je les vois pas. Je pars à 14h, je rentre à 23h, et quand je leur fais un bisou en partant au boulot, je leur dis à demain et pas à ce soir. Bien sûr, et c'est vrai que c'est particulier. Et je voulais en parler un peu parce qu'on est à peu près dans le même cas, je pense, toi et moi, et faire comprendre aux gens que ça paraît pas comme ça, mais c'est pas un métier facile pour la vie de famille et qu'il faut en parler aussi, quoi. Je pense que le boulot, en effet, d'exploitation de cinéma, ça peut faire fantasmer beaucoup de personnes. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui me disent « Oh, ça doit être trop bien de travailler... » Genre, tous les films. Mais voilà, là, encore une fois... Voilà, on revient sur le public. Comment ça, vous l'avez pas vu, celui-là? Alors, je t'explique. Encore une fois, les idées reçues sur le cinéma, il y a encore, je crois que c'était vendredi dernier, sur la place du marché, il y a quelqu'un qui m'a tenu un peu la jambe parce qu'il savait que je travaillais au cinéma et il a dit et ce film-là, vous l'avez vu, ce film vous pouvez vous faire des petites séances en scred là sur le côté? Mais absolument pas en fait. Voilà. Tiens, on peut le signaler, ça, avant de repartir sur le sujet. Il faut savoir que les serveurs sont reliés à Internet sur des serveurs qui sont privés mais qui sont accessibles par les distributeurs et qu'ils peuvent vérifier si tu fais des séances en dehors des séances que tu as programmées en caisse. Donc non, on ne peut pas forcément se faire de séances privées, puisque à n'importe quel moment, ils peuvent exiger d'avoir accès à ce qu'on appelle nos logs, donc l'historique en gros du serveur, et savoir si on a fait une séance à 10h du matin sans avoir vendu de billets. Exactement, donc on casse le mythe total du mec qui travaille au cinéma et qui peut se faire une séance comme ça, mais non, c'est absolument je sais que ça a été fait une fois à Moulins par mon directeur, je crois que c'était pour un jour de l'an ou un truc comme ça, et il y a la tempête qui s'est acharnée, qui lui est tombée dessus le lendemain, parce que c'était dit, ben non, absolument pas en fait, vous n'avez absolument pas le droit de faire ça. Donc on casse un peu ce mythe-là. Et oui, c'est très fantasmé de ce côté-là. Travailler dans l'exploitation cinématographique, je pense que clairement, c'est un sacerdoce. Les horaires sont en décalé. C'est un rythme qui est très compliqué. En plus, toi comme moi, je pense qu'on est ce qu'on appelle toujours d'astreinte. C'est-à-dire qu'un cinéma qui tourne... alors, toi encore plus, moi c'est plus par mon poste, parce que si j'étais agent d'accueil, ça serait pas forcément pas autant, mais le cinéma, il tourne tout le temps. Même quand il n'est pas ouvert, il tourne, il se passe des choses, et donc du coup, on a tout le temps la tête là-bas. Et c'est un sujet qui est souvent revenu avec ma compagne, c'est que j'ai tout le temps une partie de ma tête qui est au cinéma, parce que je n'ai pas le choix. Je suis obligé de faire ça.
toujours le portable pas très loin, avec le groupe WhatsApp C'est ouvert ça. de la direction. T'es jamais Parce que, serein. voilà, parce qu'il peut Mm. toujours se passer quelque chose. Alors, c'est pas forcément le plus grave, mais juste, il se passe des choses et il faut être au courant de ce qui se passe. On n'a pas vraiment le choix. Encore, bon, le cinéma de Moulins, il est ouvert tous les jours, mais il n'est pas ouvert tout le temps. C'est-à-dire que avant, on était ouvert le matin. Oui, bah, par rapport au tien, tu veux dire. Non, non, mais même, enfin, pas ouvert tout le temps, oui, voilà, c'est ça. J'imagine à Moulins, si vous ouvriez à 9h. Eh ben, je veux dire, il y a une époque où on Oui, était c'est beaucoup vrai, quand plus. c'est passé CGR, vous avez fait les horaires à 11h, c'est ça, hein. Voilà, c'est ça. On était ouvert beaucoup plus longtemps. Ouais. C'était le Covid qui fait qu'on est Ouais, revenu c'est en ça. arrière. Mais avant, on était ouvert tous les matins. Les séances du 22h, je suis plus sur ce qu'on faisait. Mais là, maintenant, c'est beaucoup plus fermé. D'accord. Hors vacances scolaires, on est ouvert les matins que le mercredi, samedi et dimanche. Le reste, on ouvre qu'à 13h. Et les séances du 22h, c'est uniquement vendredi et samedi. À l'époque, c'était pas du tout ça. Mais rien que ces horaires-là, vous êtes vraiment en décalé. C'est-à-dire que c'est très rare que vous attaquiez du matin, sauf quand vous avez des séances scolaires. Ouais. La plupart du temps, vous faites des horaires qui peuvent s'approcher du bureau si vous avez du bol. Mais sinon, après, c'est vous attaquez en milieu d'après-midi, vous finissez le soir et c'est 23h. 1h du matin voire pour les projectionnistes. voire 1h du matin pour ceux qui ferment vraiment le ciné totalement. Les soirs, on a du 22h. Et c'est un rythme qui est très différent, et surtout qui est très différent du coup du rythme des enfants ou des rythmes de la compagne si elle a un travail un peu plus classique. Donc il y a vraiment un équilibre à trouver. Je te cache pas que ça a pris du temps de mon côté pour que cet équilibre se trouve. Surtout que quand j'ai attaqué, mon fils était plus jeune. Comme il a une ou deux particularités qui demandent un peu plus d'attention, ça a été encore plus compliqué. La seule chance qu'on a, on va dire, dans l'équation, c'est que comme ma compagne travaille à la maison, ça a été un peu plus facile en termes d'organisation. Mais il n'empêche que j'étais souvent absent, surtout sur les périodes du soir. Et mine de rien, c'est les périodes du soir où on est un peu plus en famille, quoi. Donc, donc ça. Les semaines sont morcelées finalement. Ouais, Enfin, voilà. Donc du coup, il y a vraiment eu un équilibre à trouver. Et là, il n'y a pas de choix. Il faut vraiment que les deux parties soient consentants, on va dire, dans ce moment-là, quoi. Parce que sinon, si on force les choses, au bout d'un moment, ça craque, hein. Ça peut pas. D'un côté comme de l'autre, c'est-à-dire que si la personne qui est en face de toi et qui fait ta vie de famille te demande de faire des efforts, du côté ciné, ça peut clasher en mode bah ouais, mais attendez, vous avez choisi le métier aussi, c'est un métier qui exige de terminer tard, c'est comme ça, et puis point barre. Et inversement, si tu te laisses aller à une vie au cinéma, te faire clasher par ta vie de famille en mode bah ouais, mais attends, maintenant t'as une femme, t'as un enfant, t'es obligé aussi de faire avec, quoi. C'est ça, ouais. Donc le seul truc où j'ai eu quand même de la chance par rapport à beaucoup de monde, et je m'en suis bien rendu compte parce que maintenant je les ai plus, c'est que quand j'ai été embauché par Claude Verchel à l'époque, le truc qu'on avait réussi à négocier, c'est que je ne travaille pas les dimanches. Et ça a été récupéré comme accord tacite à chaque fois que j'ai changé de directeur et de directrice. Donc ça a été une chance absolument incroyable. C'est-à-dire que quelle que soit la semaine que je me tapais horrible, morcelé dans tous les sens, etc., j'avais mon dimanche en famille. C'est bien. Ce qui est quand même incroyable. Et je pense que c'est ce qui a fait que ma compagne a accepté aussi longtemps que ce format-là se fasse. Après, j'ai essayé aussi de voir les bons côtés. C'est-à-dire que quand je suis du soir, c'est-à-dire que je suis toute la journée là. C'est-à-dire que toute la journée pour emmener mon fils le matin à l'école, je suis là le midi, tout ce qu'il y a à faire, parce que mine de rien, tout ce que vous faites, vous, quand vous sortez du bureau le soir, moi je peux le faire en journée finalement, ce qui est quand même... C'est ça. Et les courses, pas les faire à 18h, je peux vous dire que c'est un bonheur. Quand tu apprends ce que c'est que les courses du samedi, tu es très content de travailler le week-end et de devoir y aller en semaine. Mais après, tout ce qui est aussi administratif, je veux dire, là où vous êtes coincé parce que vous rentrez le soir et tout est fermé, comment vous faites. Donc, au fur et à mesure, j'ai appris à aimer ce rythme en décalé, surtout quand en plus tu essaies de développer des petites activités à côté annexes, on va dire. T'as l'impression d'avoir un peu plus de temps que plutôt le soir à rentrer à 19h, tu manges avec ta famille et après tu dis ah bah non, je vais pas bosser là, je suis éclaté, on prend un moment Netflix and chill, si je reprends l'expression, et après je vais me coucher, quoi. Donc moi, j'ai appris vraiment à faire avec ce rythme, et ce rythme aujourd'hui me convient extrêmement bien. Je me vois même pas repartir sur des horaires de bureau. Les week-ends, maintenant que je suis adjoint, j'ai perdu mes dimanches, donc je n'ai plus mes dimanches, mais j'ai mes mercredis. Voilà, on va dire que c'est une demi-compensation. Voilà. Ouais, c'est une demi-compensation, effectivement. Mais j'arrive à moi, personnellement, j'ai réussi à m'y faire. Ma compagne, ça, c'est variable
selon les semaines. Ouais. Il y a des fois où c'est plus difficile. En fait, ça va surtout avec notre fils. En fait, ça, selon comment lui va, ça va impacter va impacter sa mère, et donc du coup, ça va impacter notre famille. Et de par le fait que, eh ben oui, mais ton planning ne permet pas ceci, cela. Donc ça reste fragile, le terme peut-être un peu fort. Ça reste friable, c'est-à-dire qu'on fait, on essaie de faire un maximum attention. C'est prudent en permanence. Voilà, c'est ça. Et le plus gros effort que je fais, et je pense que c'est peut-être pareil pour toi, même si on est d'astreinte, j'essaie d'être un maximum en famille, de ne pas ramener mes soucis et les négativités du boulot à la maison. Ouais. Ça m'a pris des années pour y arriver. Ouais. Parce que ça a été très compliqué. C'est ça. Et inversement, c'est difficile de créer le dialogue quand tu reviens le soir. T'arrives, moi je sais que ma femme, elle m'attend tous les soirs par exemple. Donc quand je rentre parfois à 23h, c'est difficile de créer cette zone tampon où tu vas trouver d'autres sujets de conversation que la journée que tu viens de passer. Ouais. Donc c'est vraiment un équilibre qui est très particulier, de rentrer, de voir que les enfants sont couchés, de dire que en fait dans un quart d'heure ou une demi-heure, ta femme elle va partir se coucher, et que toi t'as pas envie parce que tu viens de rentrer du boulot et qu'il te faut cette zone, quoi. Donc c'est vrai que c'est vraiment très particulier comme métier. Alors il y en a plein, des métiers du soir, des métiers en 3-8, des métiers comme ça, on n'est pas unique. Mais c'est vrai que ça fait du bien d'en parler et de se dire que y a des gens qui sont dans notre cas et qui arrivent à créer un équilibre comme ça au quotidien, mais qui est fragile, comme tu dis, hein, et qui peut vraiment vaciller à tout moment. Il suffit que ta femme en ait marre ou que ton fils te dise qu'il ne te voit pas ou ce genre de choses. Surtout que toi, à 12 ans, il commence à en prendre conscience, quoi. C'est ça, c'est ça. Et en plus, c'est une vraie éponge émotionnelle. Donc il suffit que ma compagne, voilà, c'est un peu plus appuyé. Lui, il va le ressentir instantanément. Ouais. Donc après, quand j'ai accepté le poste d'adjoint, je leur ai posé la question à tous les deux, pour le coup. On en a parlé vraiment tous les trois, en disant voilà, les avantages, les inconvénients. Entre autres, les inconvénients, c'est que je n'aurai plus mes dimanches. Est-ce que toi, tu penses que ça va vraiment t'impacter? Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée? Est-ce que tu penses que tu vas mal le vivre? Et on a tous discuté pour se dire, l'occasion est trop belle mais on voit quand même ce que ça donne. Sachant que de toute façon, il y a encore un an, je leur avais dit que je quitterais peut-être l'exploitation cinématographique si les choses n'évoluaient pas. Donc, tu le vois comme une fin en soi, toi, l'exploitation? C'est super compliqué comme question. C'est super compliqué. Chaque année, en fait, je me reposais la question en disant est-ce que tu continues? Je me disais oui, parce que j'ai pas tout vu et j'en ai pas fini avec le cinéma. Ouais, je disais ça. Ouais. Je disais j'en ai pas fini avec l'exploitation, j'ai encore des trucs à voir, j'ai encore des trucs à découvrir. Là, ça avance, ça avance vachement. Je continue à apprendre et à connaître un peu toutes les facettes de l'exploitation. C'est vachement difficile de me dire si je continuerai encore 7 ans. J'en sais rien en fait. Je me dis qu'au bout d'un moment, je serais peut-être trop usé pour ça. Après, je suis aussi réaliste sur un truc. J'approche les 40 ans. Quitter un boulot qui a énormément d'avantages, parce que je fais partie d'un gros groupe, donc il y a beaucoup de sécurité quand même sur plein de choses, avec beaucoup d'avantages à l'année. Est-ce que c'est un risque que j'ai envie de prendre non plus? Mais le pire, c'est que j'ai pas envie de continuer par défaut, en fait. Ouais, c'est ça. Je suis arrivé là et j'ai gagné des compétences au fur et à mesure parce que j'avais la passion du boulot. J'ai pas envie qu'un jour de me réveiller et de me dire en fait je le continue parce que j'ai peur de me barrer ou par défaut, quoi. Ouais, ça. Et je pense que j'espère que je le sentirai assez vite. Je pense que je le sentirai assez vite en fait. Comme il faut un minimum un fil good pour ce boulot. Tout ce qui est la partie événementielle, etc. Il faut quelque chose qui te motive. C'est ça. Et le matin où je me lèverai, où je l'aurai plus, je dis oui, ok, il faut que je tire la sonnette d'alarme et il faudra que j'arrête. Et de toute façon, je pense dans ce boulot, il faut constamment un turnover en fait là-dessus. Le preuve en est, ça fait 7 ans, j'en suis à mon 4e ou 5e directeur. Il y a un turnover qui est assez intense. Il y a un turnover qui est assez intense. Je sais que chaque fois qu'il y a un article dans La Montagne, le nouveau directeur, le public qui l'assassine en disant il change encore de directeur, c'est pas bon signe. Non, ça n'a rien à voir. C'est juste qu'il faut changer une méthode de faire. Il faut des esprits neufs. En fait, on se rend compte que c'est une personne, une méthode. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois que tu changes de personne, la personne va avoir une vision complètement différente. Là, on voit, et c'est tout à votre honneur, depuis qu'il y a la nouvelle directrice, on sent vraiment cet engouement vers l'événement de région. Vous allez trouver un film, vous allez trouver une thématique, et de cette thématique va découler un invité, et cet invité va être quelqu'un qui va être du coin, ou l'activité en question de la danse, de l'initiation A, tu vois. Et je trouve ça extraordinaire d'arriver avec un grand groupe à imposer
un événement comme celui-là à une époque où, moi je me souviens, à la fin de Cap Cinéma, début de CGR, c'était absolument impossible de pouvoir organiser un événement en dehors de ceux de la programmation. Ouais, Quoi. c'est ça, c'est exactement ça. Ouais. Donc, voilà, donc le fait est que d'avoir des personnes avec les idées différentes qui ne connaissent pas le site, qui le découvrent, et donc du coup, ah oui, mais on pourrait faire ça, c'est obligatoire. Et j'ai peur, en plus, outre le fait de me réveiller avec d'avoir l'impression de faire ce métier par défaut, j'ai aussi peur qu'un jour je devienne la roue qui ne tourne plus dans le bon sens pour le cinéma. J'ai peur qu'au bout d'un moment, le fait que je sois là et installé depuis tant d'années avec certaines habitudes, j'ai peur de plus être en adéquation. Voilà, c'est ça. Et de ne plus faire tourner le cinéma comme il devrait le faire tourner. De le faire stagner, de le faire. Et j'ai peur que ça arrive un jour. Et j'espère me rendre compte quand ça arrivera en disant eh ben, en fait, je vais rendre service à tout le monde. En fait, il faut changer de. Ouais, parce qu'en fait, on fait partie de l'évolution du cinéma pour le moment, de la façon dont il va vers l'avant. Et en fait, à un moment, tu as peur que tu sois plus en adéquation avec la façon dont ça doit évoluer, quoi. C'est ça. Ouais, je comprends. Donc voilà. Mais voilà, on revient à la famille. Si que vous soyez dans le métier de l'exploitation cinématographique ou dans un autre métier avec des horaires en décalé comme ça, ce qui est le plus important, et voilà, attention, je vais balancer un truc de ouf, c'est la communication. Il faut vraiment communiquer avec votre compagnon ou votre compagne et trouver un équilibre. Peut-être que vous ne trouverez pas, peut-être que ça sera impossible. C'est ça. Mais sans dialogue, de toute façon, tu ne pourras jamais savoir. Il faut énormément communiquer en disant que voilà, comme votre compagnon ou votre compagne ne connaît certainement pas le fonctionnement de l'exploitation cinématographique, il faut lui expliquer que les horaires que vous avez, c'est pas des horaires qu'on vous donne comme une punition, c'est comme ça en fait. C'est ça. Donc il faut voir à quel point ça peut être accepté et quel est le point de rupture à ce niveau-là, quoi. Et le fait que les vacances scolaires, les trucs où tu te dis en fait, la fameuse phrase du tu travailles pendant que les autres s'amusent, quoi. C'est-à-dire que tu sais que tes vacances, tu pourras pas les prendre en même temps que ton gamin. Tu sais que les vacances scolaires, tu verras. En fait, tu travailles encore plus alors que ton enfant, lui, il est pas à l'école. Donc voilà, c'est très particulier. Ouais. Mais voilà, communiquer. Je pense que c'est important. C'est important. On arrive tout doucement à la fin, mais en parlant de communiquer. Est-ce que Salle 9, tu le vois comme un exutoire ou tu le vois comme un truc en plus? C'est un truc en plus. Truc en plus. Ouais, t'as toujours été passionné de cinéma ou c'est venu avec l'exploitation et du coup tu t'es dit tiens, il faut que je sorte ce que j'ai à dire sur les films et sur l'exploitation? Non, c'est venu avant quand même. Quand j'ai fait... en fait, je me suis lancé dans l'idée de faire monteur audiovisuel, parce qu'au lycée, on a un parcours à peu près identique. Hein. On disait qu'on n'était pas des bons élèves. Pas des bons élèves. Je suis pas un mauvais élève, mais j'en avais absolument rien à foutre. Ouais, en fait. Donc, oui, mais la nuance, c'est importante, je trouve. Oui, c'est vrai. La nuance, c'est hyper importante. Et du coup, quand je me suis lancé là-dedans, je regardais déjà beaucoup de films à l'époque. Le fait de faire des études là-dedans ont fait que ça a renforcé ça. Et du coup, le goût du cinéma était déjà bien présent. Après, la vanne que faisait notre professeur d'histoire du cinéma à l'époque disait j'avais un élève qui se vantait de devenir le prochain réalisateur, etc. Je l'ai revu quelques années qui déchirait des tickets dans un ciné et je l'ai un peu vanné en disant j'ai toujours su que vous travaillerez dans le cinéma. Le gros bâtard. Mais tu t'es jamais fait vanner. Alors bon, c'est une rêve qui est un peu ancienne, mais je me suis déjà fait vanner de la chanson d'Orelsan et Gringe. Ouais. Où tu sais, il dit je suis Gaumont Pâté, je suis à l'entrée, je déchire les tickets, tu vois. Et j'ai eu des jeunes qui ont débarqué à l'époque où j'étais projectionniste et qui sont mis à côté de moi et qui chuchotaient ça, tu vois, en mode t'es nulle part, quoi. Alors que les mecs savent même pas ce que tu fais. Oui, voilà, quoi. c'est ça. Quand ils sont en salle, tu cours partout et ils se doutent même pas du boulot que t'as. C'est exactement ça. Après, le cinéma, c'est tellement flamboyant pour ceux qui sont du côté devant la caméra. Donc, et comme tu le disais, travailler à UGC Lyon, c'est tellement différent que travailler au Cap Cinéma du coin. C'est complètement différent, quoi. Donc ouais, la passion du cinéma, la passion du cinéma à mon niveau remonte à quand même assez loin. Salle 9, c'était pas pensé comme un exutoire, c'est juste que quand on a eu des réunions d'équipe qui demandaient de développer un peu ce qu'on voulait faire pour le ciné, l'idée du podcast me titillait déjà depuis un moment. Et je pense que le fait d'écouter le Floodcast, et c'est même pas une blague, c'est vraiment en écoutant le Floodcast que je me disais, en fait, le podcast c'est trop bien, le format est trop bien en fait. Tu parles comme tu veux, autant de temps que tu veux. Voilà, c'est ça, c'était pas du live, il n'y a pas la contrainte de la vidéo. C'est vraiment, pour ceux qui ont du mal à s'exprimer, le podcast c'est parfait, quoi. Ouais, c'est clair. C'est moi qui n'ai pas forcément très éloquent dans le domaine du relationnel en face comme ça. Le podcast ça a vraiment été un truc incroyable.
Et j'ai proposé ça en disant, on pourrait faire un podcast d'actualité qui présente des actualités du cinéma de Moulins. Ouais, complètement. Ça serait trop bien. Et j'avais juste bien précisé un petit détail, c'est que je ne voulais pas que ce soit une émission CGR. Ouais, tu voulais pas estampiller CGR. Voilà, c'est ça. C'est que je ne voulais pas avoir à rendre des comptes Ouais. sur le ton ou la manière dont on dit les choses Bien dans sûr. l'émission. Donc l'émission est vraiment à part de ça. Le cinéma de Moulins s'en sert comme moyen de communication supplémentaire pour le public, mais il est libre dans son ton et dans sa manière de présenter les choses. Je pense que c'était vraiment le plaisir d'avoir 3 personnes avec des visions du cinéma assez différentes qui discutent des sorties qu'il pouvait y avoir, et donc du coup de pouvoir avoir un moment mensuel où on peut parler cinéma. Ouais. En fait, rien que ça. Je pensais pas que ça aurait été aussi cool que ça. Mais vraiment maintenant je n'envisage pas un mois sans qu'on ait ce petit rendez-vous où on peut parler cinéma, parce que je prends pas le temps entre temps de faire ça. On a quelques minutes dans notre cadre de travail de discuter de sorties comme ci comme ça, mais c'est souvent très court, et là on se prend vraiment 1h30, 2 heures pour parler cinéma, et c'est vraiment trop bien, quoi. En toute liberté en plus. Et en toute liberté, et c'est vraiment trop bien. Mais clairement les 2 personnes qui m'accompagnent, donc Lucie et Samy, qui sont 2 profils très différents, Ouais, c'est hyper intéressant. Qui sont différents de moi également, et le trio marche très bien, mais clairement, si j'avais pensé à eux tout de suite quand j'avais eu l'idée de Salle 9, mais clairement, s'ils m'avaient dit non pour une raison X ou Y, je m'y serais peut-être pas lancé. Parce que je suis quelqu'un qui fonctionne quand même beaucoup à l'affect, et quand j'imagine malheureusement un projet avec des personnes, j'ai du mal à les remplacer par quelqu'un d'autre par défaut. D'accord, ouais, c'est normal. Donc je suis content qu'ils aient accepté, je suis content que ça marche, je suis content qu'ils soient content de venir chaque mois, parce que je culpabilise énormément à chaque fois de leur envoyer pour le coup un runner comme ça en disant alors voilà les films à travailler pour le mois à venir, en disant qu'ils ont déjà leur boulot à côté, donc mais à chaque fois ils me rassurent en disant non mais c'est trop bien, si on le fait c'est par plaisir. Il faut voir le podcast, moi je vois vraiment ça comme une activité, comme je pourrais faire du judo ou de l'escalade. Voilà, c'est ce moment où tu prends du temps pour toi, où tu sors un peu tes tripes, tu dis un peu ce que tu as à dire, et le podcast, comme tu disais, ça, on revient au format radio, donc tu peux dire un peu plus de choses, tu es un peu plus libre de ce que tu as à dire, et la vidéo, la vidéo que j'ai là, c'est surtout pour les réseaux sociaux, pour essayer de faire un peu de com, mais l'idée est vraiment pas de dédier ce format à de la vidéo, et je pense que pour vous c'est pareil, quoi. C'est exactement ça. C'est pas de s'emmerder avec le montage et tout. C'est ça. Tu sors le truc de façon brute, et ça sort vraiment, et tu te dis que les gens qui t'écoutent sont vraiment des gens qui t'apprécient pour ta façon de parler et ce que tu as à dire, et pas pour le montage que tu fais ou pour tes effets sonores ou des choses comme ça, quoi. Donc, ça c'est plutôt cool. C'est exactement ça, et on a une 50aine de personnes qui nous suivent sur Insta. Les auditeurs varient en fonction des... Bon là, notre dernière émission a une qualité son bien meilleure qu'avant, donc ça va permettre de... Oui, on se dit tiens, une table de mixage, ça serait pas mal plutôt qu'un micro en capsule multidirectionnelle. Vous avez un micro chacun du coup maintenant ? Un micro chacun, ouais. C'est passé la dernière fois, donc ça a été... trop bien. Ah bah c'est bien, c'est bien mieux. Donc voilà, l'idée c'est pas qu'on se retrouve avec avec une fanbase de dingue, c'est juste de continuer à le faire. Si ça parle à des gens et que ça leur permet de s'informer un petit peu plus sur le cinéma, ça me va très bien, quoi. Après j'ai toujours des petites envies de grandeur en fin de saison, là, en début d'été, j'ai deux, trois petites idées à faire qui sont un peu grandes, mais on verra si je me lâche totalement. Peut-être moyen. Mais ouais, c'est le podcast, faites des podcasts, c'est trop bien. C'est vraiment, si vous avez la possibilité avec des potes ou quoi que ce soit de parler d'un sujet qui vous tient à cœur, faites des podcasts, c'est trop bien. C'est vraiment, il est trop bien ce moment. Et dernière question avant de se quitter. Ouais, dis-moi. Après les pirates, on passe sur de l'heroic fantasy ou... De quoi tu me parles ? De ton JDR. Ah, oh là. Ah mais oui, mais tu m'as... D'accord, il me stalk. Je me renseigne, je suis journaliste, moi, monsieur. Il m'a eu. Oui, alors, il est possible que à côté de tout ce que je fais, mais quand est-ce qu'il dort ? C'est vrai. J'ai une petite chaîne qui s'appelle Le Troisième Portail, où on fait du JDR. Donc du jeu de rôle, pour ceux qui ne connaissent pas, jeu de rôle papier. Donc on fait ça en format YouTube et en format également podcast. Donc actuellement, on est en effet dans un univers pirate qui s'appelle 7e Mer. Campagne qui va se terminer certainement ces prochains mois. Ça sera de l'Heroic Fantasy le prochain, mais je fais surtout en fonction des joueurs, de ce qui leur plaise. À chaque fois, quand on finit une campagne, je leur dis bon bah voilà, je vous propose un panel de certains jeux, qu'est-ce qui vous intéresserait, et on choisit. Donc on verra ce qu'ils choisiront.
Mais pour l'instant, on va bien finir la campagne en cours. Ça prend déjà suffisamment de temps comme ça. C'est des sessions de combien de temps à peu près quand tu joues avec eux? Alors, ça varie comme on a 2 campagnes en cours. On a une avec le 7e maire, donc du coup, environnement pirate. On est sur du 2 heures, 2 heures et demie à peu près de session, sachant que normalement les parties GDR c'est beaucoup plus long, mais on va être on a tous un boulot, voilà, on fait tous à côté, on fait ça à côté pour le plaisir, donc on y va mollo. Et on a une campagne dans l'univers Warcraft, pour ceux qui connaissent. Et pour le coup, je suis avec des joueurs qui ont plus de mal à tenir longtemps, donc c'est plus des sessions de 1h30. Ce qui est déjà pas mal, parce que demander d'être rentré dans un univers et d'être concentré, de suivre les règles, etc. pendant 1h30, mine de rien, c'est pas rien. Mais c'est sympa de ta part de parler. Je m'y attendais pas. Hein, j'ai bien vu. Je me suis dit, allez, je vais faire un petit choc mental. Là, mais c'est exactement ça, le Kenko aujourd'hui. Mais voilà, au cas où, pour ceux qui ça peut intéresser, le 3e portail sur YouTube et sur toutes les plateformes de podcast. Et puis voilà, c'est toujours un plaisir si vous pouvez y jeter un œil. Évidemment, ceux qui ne... Bah oui, mais on est sur ta chaîne. J'allais parler de Critflix, mais on est sur ta chaîne en fait. Mais voilà, mais vous pouvez vous abonner quand même si vous l'êtes pas et que vous êtes venu pour Simon. Du coup, vous pouvez vous abonner à Critflix. Hein. Mais ouais, voilà, c'est ça. C'est encore un truc à part, hobby, qui fait du bien et qui permet de changer un peu d'air. Et ben voilà, c'est ça, une belle conclusion finalement de changer d'air. J'espère que c'est difficile de conclure quand on parle aussi longtemps. Ouais, parce qu'en fait, quand tu as une interview de 20 minutes, tu as fait tes 5 questions, tu es en mode bon, bah merci beaucoup, au revoir. Et en fait, là, tu vois, maintenant qu'on est lancé, eh ben, on irait presque, tu sais, genre se boire une bière derrière. C'est presque ça, va falloir penser à développer le concept. Avec grand plaisir, tu vois. Ce que je ferai la prochaine fois, c'est que je cacherai le micro. D'accord. Tu vois, comme ça, on se fera une soirée tranquille. Et en fait, après, moi, je récupère le tout. C'est un truc à tester. Faut faire après, c'est une histoire de droit, je pense. Il y a des trucs qu'il faut lâcher. Ah merde, oui, c'est vrai. Là, je vais devoir peut-être biper des trucs, je sais pas. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Bah, merci à toi pour cette première interview. Je t'en prie. Il y en aura peut-être d'autres. Bah, écoute, pourquoi pas. Et en tout cas, longue vie à Critflix et longue vie à ton podcast qu'on découvre avec plaisir à chaque fois. Non, c'est super gentil en tout cas, mais longue vie au cinéma surtout pour pouvoir continuer à discuter. Exactement. Merci beaucoup de nous avoir écoutés, donc n'hésitez pas à vous abonner du coup à Salle 9 qui parle de cinéma en général finalement, hein. Même si tu travailles dans un cinéma spécifique, finalement Salle 9 c'est assez généraliste. Tout à fait. Du coup le 3e portail c'est ça sur YouTube et en podcast, et puis sinon Mio sur les réseaux, si on peut s'abonner à toi sur Twitter. Oui, à la limite, je raconte un peu tout et n'importe quoi, hein. Soyez pas surpris, il y a pas c'est l'avantage de Twitter. Voilà, il n'y a pas que le cinéma, mais on reste cordial. Voilà, et puis sinon nous on se retrouve normalement lundi prochain, mercredi prochain. Normalement je sors ça entre 2 émissions. Donc voilà, j'espère que vous êtes toujours là et que vous avez été nombreux et que ça vous a plu. Donc n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Et on se revoit très bientôt, enfin on s'écoute plutôt très bientôt. Ciao. Salut.